à tous, c'est Lucasfille. Bonjour Aurélie. Bonjour Claire et bonne année. Et ben surtout bonne année chinoise, hein, puisque du coup Ouais. c'est notre spécial du festival de printemps. Alors normalement vous nous retrouvez sur 2 épisodes, donc celui-ci étant le premier où on s'intéresse à quelque chose d'historique et demain quelque chose de complètement différent puisqu'on ira dans le moderne. Mais les deux sont un peu hystériques, en tout cas nous on risque de le devenir en commentant ces 2 dramas qu'on n'a pas choisis au hasard, hein, vous vous doutez bien. C'est qu'ils nous ont fait de l'effet et on l'espère qu'ils vous en feront aussi. Oh oui, il y a du bâtard là-dedans. Il y a du bâtard, il y a du lourd. commun. Disons qu'il y a des personnages que d'aucuns décriraient comme toxiques, mais qui ont leur place dans le panel des Lucasfilles, voilà. Ah oui, bah nous on achète, hein, à quelques exceptions près, oui bien sûr. Une bande de Surtout coquinous, on sait que vous achetez aussi en fait. Ah oui, sinon vous ne seriez pas là, vous n'auriez pas cliqué sur cette vidéo. Il n'y aura pas de dinosaures par contre, hein, je tiens à le dire tout de suite. Non. On peut pas tout avoir, on peut pas toujours avoir des héros compliqués avec des dinosaures, donc ça on le gardera pour plus tard. Oh, on va bien réussir à trouver. Spécial Adam Driver 65, tu vois, par exemple. Ah oui, non mais c'était parti sur 69 millions avant Jésus-Christ, ça aurait donné des idées à certaines personnes. Je constate. Bon, enfin là, on est très très loin du sujet qui nous préoccupe. Alors, nous sommes donc l'année du lapin. Alors ça tombe bien parce qu'il y aura un lapin dans cette histoire. C'est pas celui de Ningyi et de Feng Jouet. Il y a des dindons, de la farce aussi, hein, forcément. Et surtout beaucoup d'eau, hein. Je crois que Ouais. probablement il va être sous-titré Histoire d'eau celui-là. Oui, ça lui correspond pas mal, ouais. C'est un drama humide. Je vous laisse méditer là-dessus. Ouais, enfin, méditez pas longtemps parce que du coup, faites pause, hein. Nous, on va enchaîner. Donc, on va vous parler de Lost Track in Time. Off time. Off Time. Ah bah, ça commence bien. Donc Non je mais vais la le refaire. titre est alambiqué alors franchement. Ouais, moi je m'attendais à ce qu'ils mettaient Love Lost Track in Time. Et non, c'est Lost Track of Time. Bon, de toute façon, dans le pitch, on va rien vous spoiler, puisque c'est déjà dans le premier trailer qui était sorti pour annoncer ce drama. Il y a un voyage dans le temps qui est pas piqué des vers, et surtout ses conséquences sont pas piquées des vers. Il y a un côté assez jouissif. Si vous avez aimé Kill Bill, vous allez sans doute prendre votre pied avec ce drama. Ah mais carrément. La vengeance aux 2 visages, tu te souviens? Ah mais il y a beaucoup de choses avec Kill Bill. Vengeance aux 2 visages moins parce qu'il n'y a pas un changement de visage Y a qu'on pas de peut avoir dans des crocodile, dramas ni de- chinois. On en a vu Ouais. quelques-uns toi et moi. Mais là oui, avec Kill Bill, il y a plusieurs moments où ça s'impose. Il n'y aura pas de jogging jaune, mais il y a des scènes qui sont qui te font penser à Kill Bill inévitablement. Il y a des côtés assez jouissifs dans l'arc principal de l'histoire. Parce qu'en fait, c'est un drama qui peut déstabiliser, je pense qu'on peut le dire avant d'attaquer les histoires de prod, etc. C'est que, surtout, ne vous arrêtez pas aux 2 premiers épisodes où manifestement ils avaient un train à prendre. Ça va très très vite, mais c'est normal, c'est pour laisser tout le côté jouissif dans la 2e partie, donc ça fait complètement sens. Mais il faudra surtout pas que vous soyez désarçonnés par ce parti pris. 2, 3 même épisodes, parce que c'est vrai que tu as un premier arc sur 3 épisodes qui, comme tu l'as dit, va en Poudlard Express. Hein, c'est vraiment, ça va très très vite. Et ça a gêné pas mal de gens, c'est vrai, ce que tu as dit, c'est important de pas se laisser déstabiliser, parce qu'il y a un moment, tu te dis, mais attends, il y a un montage compliqué, ils ont zappé des épisodes, enfin... j'ai pas eu le temps de m'installer. Il y a d'un coup, t'as une espèce de série d'événements qui se passent. C'est t'empiles les tragédies merde sur merde. Et t'es passé du conte de fées à l'histoire d'horreur en un générique en fait. Ouais. Mais vraiment, hein. Et donc, du coup, c'est vrai, tu te dis, c'est compliqué comme histoire. Et à ça, il y avait aussi, on avait discuté toi et moi, il y a certaines personnes qui avaient tiqué, enfin, en tout cas, on avait Avenue X, comme je t'avais dit, avait tiqué là-dessus, sur le fait qu'elle trouvait que les personnages avaient pas, enfin, les acteurs n'avaient pas l'âge des personnages. Alors, c'est vrai, parce que l'actrice Xing Fei n'a pas 15 ans, hein, et que oui, Jing Chao n'a certainement pas l'âge de faire des pirouettes cacahuètes, encore que, tu peux faire n'importe quel âge. Bon. Tu vois les Ip Man jusqu'à pas d'âge, tu vois le Shifu
de Béatrix Kiddo dans Kill Bill, why not, hein? Non, mais les pirouettes cacahuètes en kung-fu, certainement, tu vois, je pense que ce qu'elle a pas aimé, c'était justement le fait qu'il virevolte en portée de mariée. Mais pourquoi pas, je vais te dire, parce que si t'as l'âge de faire des pirouettes cacahuètes en kung-fu, tu peux très bien faire des portées de mariée en virevolte. Enfin, je vois pas le souci. Ils ont tous pas l'âge de leur personnage. Mais tant mieux, hein, parce que quand mieux. ils sont trop jeunes, moi honnêtement j'ai plus de mal à adhérer. Et puis vous connaissez notre amour pour Wallace Chung, voilà, il ne sera jamais vieux, cet homme-là. Et Foufou, c'est pareil. Voilà. La plupart des acteurs qui sont pour notre tranche d'âge, on va dire, sont encore vachement présentables. Donc ils portent beau, hein. Oui. C'est quand même bien. Dommage. Et puis ça peut te permettre parfois d'avoir des dramas un peu plus matures. Et puis je sais pas pourquoi ils ont absolument voulu nous dire qu'ils avaient 15 ans ou 20 ans. Ça, c'est vrai que c'était peut-être un peu triste. Comme t'es censé quand même avoir 10 ans après. Ouais. En théorie, ils finissent l'histoire autour de 25-30 ans, parce que tu peux imaginer que lui, il a 20 ans, enfin que les deux garçons ont un peu plus vers la vingtaine, ce qui fait que, voilà, pour elle, la fin de l'histoire se tournerait vers ses 25 ans, et les garçons autour de la trentaine. Bon, ils sont pas très loin, puisque ce sont des acteurs qui sont nés en 94 pour Sing Fei. Jing Chao, on va parler en long, en large, en travers. Oui. Lui, il est de 86. Oh, c'est un bébé, plus jeune que nous. Oui, enfin, il y a un moment où tout le monde va être plus jeune que nous. Comment te dire, ça va arriver, surtout encore plus dans les dramas chinois et coréens. Alors, on a l'impression qu'après 40 ans, alors ça c'est vrai dans le cinéma occidental, mais alors là, vraiment, on les enterre, quoi. Ils ont plus le droit d'être autre chose que des grands-pères, des vieux empereurs, des vieux barbons. C'est tellement con, parce qu'il vaut mieux un acteur un peu plus âgé, mais bien conservé, qui a un charisme de dingue, que un jeuneau qui a encore le lait qui coule quand tu pinces les narines, et qui a pas de charisme, qui porte pas le projet, quoi, à choisir. Alors, parmi les... à regarder, quoi. Voilà, mais parmi les petits jeunes, il y en a beaucoup qui ont énormément de talent. T'en présentes plein dans ton mois drama. On en a déjà mentionné plein aussi dans les épisodes un peu plus détaillés qu'on fait, comme sur ce drama, par exemple. Donc, il y a plein de petits jeunes qui ont le charisme, qui ont le talent, etc. Mais ça veut pas dire que les hommes de 35-45 sont bons à mettre à la poubelle, hein. Ils ont encore de bons jours devant eux à faire rêver, même les midinettes, hein, j'imagine. Mesdames les plus jeunes, là, si vous voulez laisser des commentaires en disant « Ah oui, moi, Foufou, Wallace Chung, c'est quand il veut », ou Chen Kun, ou voilà, on ne vous jugera pas, bien au contraire. Faites la queue. N'hésitez pas, prenez un ticket comme à la sécu. Hein. Là, justement, voilà. Le deuxième larron, le plus jeune, là, Jize Lu, alors que je connaissais pas, moi, en fait, du tout avant ce drama, il est de 98. Oh, bichoute, j'étais à la fac, putain. Je ne sais même pas où j'étais, je ne veux pas savoir. Je ne me pose pas cette question. Je n'ai pas été invitée au baptême, voilà, c'est tout ce qui compte. Donc, si tu veux. Alors, je dois dire que pour un petit jeune, il est parfait pour le rôle. Alors, moi, je m'excuse, mais les noms chinois, je les imprime pas. Hein. Non, mais compte sur moi. Je compte sur toi, mais on va certainement prendre des surnoms à la con pour décrire les personnages. Donc, on va rester avec Foufou, hein, je pense, pour notre. Oui, on peut rester avec Foufou. Voilà, ce surnom va lui coller à la peau chez les Lucasfilm. Jusqu'à la fin de ses jours, ou jusqu'à la fin des nôtres en tout cas. Des nôtres. Le deuxième, celui que tu viens de citer, qui joue très bien. Moi, je dois dire, il est vraiment chouette. Moi, je l'ai appelé Minouchet. Voilà. Hein, mais alors, c'est Zheng Yeshang, normalement Minouchet. Moi, je l'avais appelé Mouchou, parce que c'est ça avec son nom. Puis ça me fait penser au petit dragon, en plus. Mouchou, ça lui va très bien, je trouve. Mouchou, si tu veux. Allez, et l'héroïne, comme d'habitude, je l'avais appelée Bibiche, hein, parce que... Oui, ça, alors c'est vrai que là, je conteste Luan pas. Ran, ou je sais pas quoi, comment elle s'appelle, mais bon, bref. Le personnage, Luan Jan. Ah, j'étais pas loin, tu vois. T'as qu'à l'appeler Luan, c'est facile. Ouais, non, mais après, je vais avoir les chansons dans la tête, la famille Bélier et tout. C'est une famille en or, un peu comme celle de la reine Margot, quoi. C'est comme toutes les familles impériales. Hein. Voilà, c'est la merde, hein. Vous vous doutez bien que ça complote, ça trahit, ça assassine, ça empoisonne. On a une galerie des garces, parce que... faut pas qu'on soit dépaysé. On est dans un drama historique, alors forcément, la garce, c'est des bâtards.
Je les ai trouvés particulièrement gratinés, moi, les garces, dans celui-là. Les garces et les bâtards, ils envoient du bois. Tant mieux, parce que la jouissance n'en est que plus vengeresse. Oui, la vengeance n'en est que plus jouissive aussi. C'est comme tu veux, Marquise, vos beaux yeux d'amour me font mourir. Moi, j'avoue, j'ai pris mon pied quand même avec ce drama, parce que t'aimes bien voir ton héroïne défoncer tout le monde. Même si elle y laisse des plumes. Parce qu'une vengeance où la personne qui recherche sa vengeance n'y laisse pas des plumes et ne rencontre pas des difficultés, bah, on adhère moins, nous qui avons parfois soif de vengeance dans nos vies et sans forcément la possibilité d'assouvir ce désir, bah, on se dit, ça se mérite aussi une bonne vengeance des familles, quoi. Donc, et elle l'a bien mérité, Bibiche. C'est une héroïne compliquée, parce que dans le même temps où c'est une héroïne badass réaliste, hein, vu le contexte, on va y mettre des nuances, mais bon voilà, réaliste dans le sens où elle devient pas d'un coup, alors on a dit avec Kill Bill, mais elle va pas, c'est pas le même personnage, elle va pas être là l'arme à la main à trucider tout le monde. Si tu fais pas des choses qui sont impossibles sur un plan arts martiaux, elle va falloir qu'elle utilise son intelligence. Donc nous on dit ça fait largement partie des panoplies de l'héroïne badass normalement. C'est pas juste avoir le plus gros gun, avoir le sabre le plus long et couper le plus de têtes ou castrer le plus de couilles. C'est utiliser son intelligence et se prendre des coups, parce qu'effectivement face à elle y a du lourd, ça tombe bien, c'est leur nom de famille, et donc du coup il faut qu'elle s'adapte à ce qu'elle a en face, qui lui est proposé. Il y a des fois ça se passe pas très bien pour elle et elle est obligée de faire des choix qui vont la mettre en danger ou qui vont remettre en danger des membres de sa famille. C'est pas un long fleuve tranquille. Vous allez voir, il y aura peut-être pas mal de métaphores liées à l'eau. Oui. On parlait d'histoire d'eau. Voilà, on parlait d'histoire d'eau et tu vas nous faire un petit cours de chinois justement pour expliquer pourquoi on revient là-dessus. Mais voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, sa vengeance à Bibiche, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut qu'on remette vraiment en contexte, mais avant de faire le pitch, effectivement, rapido des éléments de production. Donc c'est un drama tout récent, c'est bien qu'on en propose. Là, on a fait quand même 2 fois là qu'on vous propose du tout frais émoulu, donc sorti. 3 si tu comptes le gouverneur là. Oui, le gouverneur, Love Between Fairy and Devil, et donc celui-là qui sont sortis tous les 3 dans la flopée de la rentrée, de la fin du dernier trimestre, on va dire 2022. 30 épisodes de 45 minutes. Il y a soi-disant un épisode spécial sur lequel je n'ai pas mis la main, ni les yeux d'ailleurs, je suis pas arrivée à le trouver. Vaguement, j'ai une connaissance du contenu, on pourra en parler après dans la partie spoil, mais enfin très légèrement. Mais voilà, je l'ai pas vu, donc j'ai aucune idée particulière là-dessus. Et toi, c'est typiquement le genre de choses que tu éviterais. Ah ouais. On n'aura pas grand-chose à en dire. C'est un réalisateur, Yi Jun, qui a réalisé Bloody Romance, alors sur lequel tu n'avais pas accroché, mais moi j'avais beaucoup aimé l'univers de ce drama et qui gérait des choses difficiles. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur d'aller dans le torture porn, le réalisateur. Et alors il y a un drama que j'ai commencé qui s'appelle Rookie Agent Rouge avec Zanilia Zhao toute jeune, qui est sur de l'espionnage période républicaine, tu vois, dans ce là au début je pense que c'est républicaine. Et voilà, donc c'est un réalisateur qui a pas fait énormément de choses, mais qui a fait des dramas qui ont quand même assez attiré l'attention. Bon, Sing Fei, c'était la première fois que tu la voyais, toi? Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié le travail de cette actrice. Elle a beaucoup de potentiel. Son personnage, forcément, l'amène à avoir quand même un spectre en termes de jeu qui est assez large. Et j'ai trouvé qu'elle s'en sortait vraiment bien. En plus, elle accroche la lumière, elle accroche la caméra. Il y a vraiment un truc avec cette fille, ouais. Elle est beaucoup appréciée. Très très lumineuse. Elle a fait plein de choses vraiment sympas. Je crois que j'en ai vu vraiment beaucoup d'elle. Les 2 seules où elle m'a pas emballée, c'était The Moon Brightens for You et Hello the Sharpshooter. Mais par contre, je recommande tout particulièrement Put Your Head on My Shoulders et un autre qui était, je sais plus, c'était Happiness, je sais plus. Je le remettrai l'image, mais il y en a un où elle est avec un docteur et c'est super adorable. Elle est très très bien dedans. Et puis bien sûr notre Jing Chao dont on va reparler. Mais juste je mentionne que ça avait été produit par Mango TV. Ah. Ouais. Et le problème avec Mango TV, c'est qu'ils en ont rien à foutre du visiblement de l'audience non sinophone, et qu'il y a toujours des sous-titres merdiques. Alors là, c'est disponible sur YouTube, si vous n'êtes pas abonné à Mango TV. Moi, je ne suis plus abonnée à Mango TV depuis un moment, pour les raisons qu'on a mentionnées déjà, parce que justement, je trouve qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est pas la peine de te payer un abonnement s'ils font pas l'effort d'avoir des sous-titres de qualité. Et c'est vrai que certains moments de l'histoire nous sont probablement passés
par-dessus la tête parce que tu lis le truc en dessous et... Et t'es là à train de te dire, je crois qu'il va où? Ouais, qu'est-ce que tu es en train de lui dire là? Parce que si tu es pas en train de parler de manière poétique, tu vois, t'as l'impression d'être sur une copie bootleg du Seigneur des Anneaux. Et il y a des fois, tu te grattes la tête. T'es là, tu te dis alors, les mots pris séparément, ouais, mais là, la phrase, c'est le chinois. Voilà, c'était compliqué. Non, ça c'est naze. Donc voilà, je trouve que c'est un scandale ce truc-là. Et c'est vrai que c'est normal si vous captez pas certaines phrases, quoi. Bah moi déjà j'avais complètement zappé qu'ils avaient des âges à la con, qu'ils étaient en pleine adolescence. Tant mieux parce que du coup moi je les ai vraiment pris à l'âge apparent des acteurs. Du coup il n'y a rien qui m'a choqué, ça passait crème. Oui, c'est mieux, mais c'est vrai qu'au début on t'annonce qu'elle a 15 ans par rapport à sa cérémonie d'investiture. Mais bon, on va reparler que après. Alors Jin Chao, donc Foufou, donc comme on l'a dit, notre chouchou, 1m85 au garrot, marié à une actrice, 2 enfants. Il est passionné par l'océan, il a participé à plusieurs campagnes pour des sensibilisations à la pollution, etc. Il fait du bateau, des choses comme ça. Il a été élu Gentleman Idol of the Year au Fashion Awards de 2019. Il n'a pas fait que des rôles de Villainous Crush, c'est vrai que c'est comme ça que nous on le connaît. Il joue parfaitement les méchants et c'est pour ça qu'il faut y aller, parce que les méchants, les anti-héros, voilà. Et c'est un king de l'anti-héros. Et là il nous fait vraiment un vrai... tout ce qu'il faut faire, quoi. Il fait... ouais. Il coche toutes les cases. Ouais. Ah bah, c'est pour ça qu'ils l'ont casté. Mais il n'a pas été toujours nécessairement dans ces rôles-là. Il y est principalement depuis Princess Silver. Il a eu des rôles de premier rôle où il était policier, donc plutôt le bon gars. Il était également dans Rui's Royal Love où il jouait plutôt encore une fois un gentil gars qui était au contraire, qui était torturé, qui prenait cher. Donc c'est peut-être pour ça qu'après ils l'ont casté dans Princess Silver. Et depuis, c'est vrai que c'est vraiment son rôle de prédilection avec Dream Garden où pareil, il joue un Villainous Crush. City of Streamer où il joue un Villainous Crush et on a l'impression qu'il fait que ça. Il était également un empereur compliqué dans Legend of Xiao Chuo, mais c'était pas nécessairement un méchant. Mais voilà, acteur où parfois il prend des airs de Chen Kun comme on a dit sur Princess Silver. Je trouve que c'est de moins en moins vieillissant parce qu'il a pas mal forci aussi. Ah oui, il a pris un peu des joues et du un peu. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé bien, parce que justement, on n'est plus de la même manière que tu vois, je suis contre le fait qu'on critique qu'ils soient plus âgés. Très bien, de toute façon, à un moment, les empereurs, ils sont pas jeunes, hein, faut le dire quand même. Et ils étaient avec des gamines de 15 ans, enfin, c'est une réalité historique. Et ça faisait plaisir de le voir avec un rôle, enfin, pour le coup, il n'était pas en taille fillette, quoi, si tu veux. Enfin, il est pas gros en plus, hein. Oh non, ça va, il a forci. C'est pas Léo Luo, quoi. Bah, ouais, c'est pas notre ballerine Léo Luo, quoi, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il a une physicalité qui est très différente. Léo Luo en arts martiaux, machin, armure, ouais, t'y crois moyen. Foufou, tu y crois, ça, c'est crédible. Ça reste vraiment crédible. Bah oui, parce qu'en plus, dans ce rôle-là, il faut vraiment qu'il soit une présence physique, parce que là, il y avait toute la question du physique, du corporel et de la menace et de la violence qui était importante pour son personnage, en tous les cas. Hein. Tu pouvais pas caster une ballerine. Ah non, parce que il y a une aura de menace autour de ce personnage qui passe vraiment par sa physicalité. Donc c'était important qu'il caste quelqu'un qui a les épaules carrées, qui a vraiment une carrure, et puis une tronche, quoi. Enfin, qui dit des choses. Et c'est clair, ce mec-là, quand il est à la caméra, tu peux pas l'ignorer, quoi. T'es obligé de le regarder, ce mec-là. C'est bien pour ça qu'il avait éclipsé tous les autres loulous dans Princess Silver, à notre avis. Facilement. Facilement. Et là, pourtant, tu vois, le personnage, on l'a adoré tous les deux, le deuxième perso masculin. Ouais, ils sont il est bien. opposés dans la force, voilà, mais on va en parler. Et qui est vraiment, il a des excellentes scènes, il est très bon et tout. Et vraiment, je l'aimais beaucoup avec l'héroïne. Mais en fait, t'es pas venu pour ça, quoi. C'est terrible à dire, mais oui. Voilà. Vous doutez bien que les batailles et les contextes politiques et machin, on s'en fout. De toute façon, c'est toujours la même soupe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les histoires d'amour, les complots, les vengeances et les lâchers de cheveux, de drapés, de tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a quand même des plans dans ce drama qui sont magnifiques. On dirait des tableaux, quoi. Parce que je joue là-dessus aussi, parce que c'est vrai qu'il y a tout un parti pris esthétique où de temps en temps, et pas juste en fin d'épisode, où tu as un glissement, parfois même en plein milieu, vers ce qui serait une peinture, une aquarelle.
Ouais, un mélange aquarelle, encre de Chine, etc. C'était vraiment intéressant. Visuellement, vraiment, la photographie est top aussi dans ce drama. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé la chanson titre. Shinshiro aussi, ouais, elle est très belle. La musique est très bien aussi. Ce qui est moins bien réussi, c'est la CGI dégueulasse. Ah mon Dieu, les champs en plastique et les incrustations de merde dans les rizières, mais non. Ah oui. Là, mes yeux. T'étais en studio là, ouais. C'est mieux que ce qu'on avait qui était du No Man's Land dans 10 Miles of Peach Blossom. Ah ouais. Mais quand même, ça se voyait bien que c'était des pots en plastique vert quand même. Ouais, des pots en plastique vert devant les acteurs et derrière une incrustation dégueulasse. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont filmé à un moment où ils pouvaient pas aller dans une vraie rizière? Parce qu'il y a des moments, ça se fait visiblement en extérieur. Voilà, est-ce qu'il y a des trucs qui sont tournés en hiver et ils faisaient de la buée et pour une fois ça les faisait chier de faire de la buée alors qu'ils sont censés être en été? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est bizarre qu'ils soient pas allés tourner dans des endroits, vraiment en extérieur tout le temps, quoi. Peut-être pour des raisons de budget ou de planning, ou va savoir. Va savoir les contraintes de prod qu'ils ont eues pour le tournage. Mais le fait est que le reste est tellement beau que là, tout de suite, ça te saute à la gueule, ça te pique les yeux. Je dirais que c'est le seul bémol au niveau du visuel, où tu rigoles, voilà. Tu dis, ah, ça y est, on est à nouveau dans le champ en plastique, et puis bon, ça passe, quoi, on s'en fout. Donc on est là-dedans, les costumes sont bien, mais ils sont pas archi mémorables. À part, moi, je dirais un costume. Mais on en parlera dans la partie spoil. Ah, bah voilà, c'est le même, parce que moi, c'est pareil, j'en vois un ou deux qui m'intéressent, mais ça qui, vraiment, moi, ça m'a frappé, parce que c'est en plus, en termes de mise en scène, en termes de... Quand j'évoquais des plans qui ressemblent à des tableaux, moi, c'est tout de suite, c'est ce plan-là que j'ai eu en tête, mais on verra ça dans la partie spoil. Ah, eh ben écoute, hâte d'y arriver, alors. Hein. Un pitch rapido. Alors en fait, on rencontre Bibiche sur un bateau qui est en cours d'être attaqué. Et en fait, on se rend compte très très vite. Elle mène ses gens, etc. Et en fait, elle appartient à une famille d'armateurs, mais ce sont aussi des nobles de sa ville là. Et elle est très versée dans tout ce qui est architecture navale, donc avec tous les progrès que ça peut amener, etc. En termes même d'architecture navale de guerre. Et puis cours d'eau, rivières, cartographier les cours d'eau. Là, elle est sur une espèce de delta de fleuve, donc par définition une géographie un petit peu complexe, changeante, etc. Enfin, voilà, elle a ça pour elle qui est l'héritage de sa famille. Et ça doit être une fille. C'est vraiment celle qui est douée pour faire ça et pour reprendre finalement l'affaire familiale, puisqu'elle a un frère, mais lui son truc c'est plutôt les armes, c'est plutôt la baston. Donc c'est un demi-frère, c'est important aussi. Oui, c'est un demi-frère, oui, parce que c'est un frère de concubine. D'accord, les histoires d'épouses et concubines, vous vous doutez bien, etc. Donc finalement, c'est cette jeune fille qui est l'héritière de l'entreprise familiale, quelque part. De par ce talent qu'elle a pour les bateaux et la navigation au sens large, on va dire. Ce qui n'est pas banal, parce que tu te retrouves avec une fille, la fille qui est choisie pour être l'héritière de la famille. Et clairement, elle est douée pour ça. C'est vraiment les qualités qui sont mises en avant au moment où on la présente dans la toute première scène du drama, en fait. Donc on sent déjà qu'on a affaire à une héroïne qui est pas banale. Et c'est vrai que nous, on a tendance à préférer les héroïnes futées plutôt que les héroïnes qui manient bien le sabre et qui font des pirouettes, cacahuètes. Et très très tôt, on comprend qu'on a affaire à ce genre de personnage. Donc ça, c'était plutôt agréable. Et patatras, donc pendant cette baston sur des bateaux, là, elle rencontre Foufou, donc le beau gosse, et puis elle va très rapidement tomber amoureuse de lui, sans savoir qu'il est un prince impérial, tralali tralala. Oui, parce qu'il se fait passer pour un garde du corps, parce que c'est un prince en goguette. Lol. Voilà. Et dans le même temps, elle fait une autre rencontre. Ouais. Qui est la rencontre d'un autre prince en goguette, parce que tant qu'à faire, les deux princes sont incognito, donc les deux demi-frères sont incognito au même endroit. Et donc il y en a un qui est dans le feu de la bataille, et déjà dans leur caractérisation, c'est déjà tout un programme. Donc un qu'elle rencontre dans le feu, la fumée, l'excitation, la violence, et qui l'emporte dans ses bras. Enfin, c'est vraiment la rencontre mémorable, on va dire. Et elle fait la rencontre de l'autre dans une rizière, dans la boue, avec des paysans pas contents à côté parce qu'on est en train d'arracher leur chanderie. Et donc celui-là, donc c'est Muchuan. Le premier c'était Mudze, et qui aussi flash sur elle. Mais évidemment, sur le moment, elle va repérer que le héros romantique, qui est celui qu'elle a rencontré, qui est le garde du corps. Donc en plus, elle ferait une mésalliance parce que il se lie tout de suite d'amitié, enfin plus que d'amitié d'ailleurs. Et dans son idée, elle va épouser ce garçon. Et puis arrive la fin de l'épisode, parce que tout va très vite comme tu l'as dit. Et bon, vous spoil pas en vous donnant la fin de l'épisode.
elle reçoit un édit impérial qui lui demande d'épouser un prince. Et elle, il n'y a pas de question parce que je suis amoureuse de mon garde du corps. Et shocking et stupeur, à ce moment-là, lui est révélé que le garde du corps, c'était le fameux prince en question. Alors là, on est sur le prince numéro 2 de l'Assemblée. Le deuxième, c'est le prince numéro 9. Et du coup, va épouser celui-là. Donc ça pourrait être un conte de fées, sauf que on te laisse un petit coup, une première petite piqûre de rappel sur le fait que tu vas déguster Because Drama historique, entre guillemets, parce que c'est quand même une fantaisie, parce que sa mère décanille alors qu'elle est en train de partir et qu'elle a sa robe de noces et qu'elle s'apprête à aller se marier dans la capitale. Elle laisse sa mère sur son lit d'agonie. C'est pas un bon signe. Ouais, ça pue. En termes d'hospice, peut mieux faire. Hein, Mais est-ce que c'est vrai qu'à l'origine, quand on la découvre, elle est dans un monde, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, la famille a l'air unie, elle est très aimée par son père et sa mère. Comme tu l'as dit, elle a un demi-frère, une demi-sœur, et donc une belle-mère, entre guillemets, puisque bon voilà, c'est la concubine, et tout le monde a l'air de bien s'entendre, de ne pas du tout contester sa position d'héritière. Elle a son prince charmant, enfin tout part sur les chapeaux de roue, hein, on va dire. Et puis deuxième épisode arrive, et alors là, 10 ans se sont écoulés, et tes 10 ans sont écoulés, et a priori ça pourrait être top parce qu'elle a eu un petit garçon, donc elle a l'héritier, mais tu découvres que bizarrement, lui qui était si amoureux, il a eu une concubine qui est en cloque, tu dis bon bah d'accord, alors ça commence déjà à être pas top, et puis les problèmes commencent à s'accumuler, et puis au fur et à mesure, tout le monde va crever dans son entourage, les uns après les autres. Alors t'es comme elle, hein, t'es en PTSD, parce que là tu la vois, la fille, elle est au bout de sa vie. Elle qui était si combative, elle tombe dans une dépression, mais vu la situation, comment veux-tu, elle est sidérée en fait par ce qui lui tombe sur la tête, et par la révélation de ce qui se passe autour d'elle, parce qu'en fait elle n'avait pas conscience, malgré son intelligence, de qui partageait son lit et de ce qu'il y avait autour d'elle. Et puis d'un coup arrive l'épisode 3, enfin la fin de l'épisode 3, où tu te dis bon, cette série fut très courte et intense, mais et puis en fait elle est pas morte. Si elle revient 10 ans en arrière, le jour de la rencontre fatale avec le garçon. Et est-ce que c'est sa chance pour recommencer à zéro et éviter les mêmes erreurs ? Ouais, parce qu'elle garde tous les souvenirs de sa vie précédente, y compris vraisemblablement de sa mort. Donc, c'est un avantage, mais c'est un inconvénient aussi, parce que c'est sûr que du coup la rencontre se passe pas pareil. Alors c'est tout l'intérêt du truc, c'est pas un jour sans fin, dans le sens où t'as que 2 journées en fait, hein. Il y a 2 points de départ et c'est tout, tu vas pas faire des allers-retours. C'est un trope qu'on peut voir parfois, mais là c'est pas le cas, c'est juste, elle a une deuxième chance. C'est un reboot quoi. C'est ça, c'est un reboot, mais avec connaissance de ce qui se passe. Et du coup c'est vrai que sachant ce qui se passe, elle essaye de changer les choses, mais sauf que il y a toute la question du destin, et que en fait tu peux pas vraiment lutter contre certaines choses, et il y a des trucs qu'elle va pas pouvoir changer. Alors même si elle a pu changer les données, et ça va pas se passer de la même manière ou pas au même moment, et il y a des répétitions de scènes, et c'est vrai que du coup ce que tu avais en version très courte, très compressée sur les 3 premiers épisodes, et du coup tu comprenais pas les enjeux, les tenants, parce qu'en plus il y avait des ellipses énormes. Et du coup, c'est vrai que du coup, t'as les scènes qui te sont redites après, avec éventuellement, comme t'as son flashback, des passages que toi t'as pas vus en fait. Et là, on a bien le temps de s'installer, et ça reste un drama pas très long, puisqu'encore une fois 30 épisodes, donc en fait, une fois que t'as passé les 3, c'est passionnant en fait. Les 3 premiers sont déstabilisants. Ils sont déstabilisants parce que ça va vite, et surtout ça vire au cauchemar très très rapidement. En fait, elle est vraiment intelligente, mais elle est jeune et naïve. Et donc elle va avoir ses grandeurs et décadences quoi. La chute va être fatale, où elle va vraiment tout perdre, y compris ses 2 servantes dont on va reparler parce qu'elles sont vraiment chouettes, et elles sont importantes dans l'histoire. Et la demi-sœur est importante aussi dans l'histoire. Et donc elle va finir par tout perdre, sombrer dans la folie, se suicider. Et c'est là qu'elle revient. Vraiment, la première image où on l'avait vue, au moment où elle se rend compte qu'il y a une baston navale, etc., qu'elle est avec ses gens et qu'il va falloir intervenir. Et elle met un temps d'arrêt parce qu'elle se rend compte qu'elle a tous les souvenirs de sa vie précédente, où vraiment, encore une fois, c'était grandeur et décadence, voilà quoi. Donc ce qui fait qu'elle se retrouve à nouveau dans son corps de jeune fille,
mais elle a perdu son innocence et maintenant elle sait très bien à qui elle a affaire avec les uns et les autres. Donc l'idée, ça va être pour elle d'éviter de refaire les mêmes conneries que dans sa vie 1.0, quoi, et se venger de ceux qui lui ont fait du mal et qui du coup, ça pas forcément comprennent pas pourquoi elle s'en prend à eux ou comment elle arrive à déjouer leur saloperie, comment elle les a percés un jour, vraiment pour eux du jour au lendemain. Je veux dire, elle s'est levée le matin, elle a pris son petit déj, elle se doutait de rien. Elle est revenue après la bataille navale là et elle les avait tous percés à jour. Ils ont rien vu venir. Ils ils comprennent pas. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ce que j'ai trouvé particulièrement savoureux, c'est que la première image quand elle revient sur la bataille navale là où tout avait commencé, t'as sa servante à côté qui dit merde. Et en fait du coup c'est pas elle qui le dit mais c'est le principe, c'est-à-dire c'est rare quand même qu'on ait ça qui soit prononcé et en fait c'est ah merde ça recommence tout et, parce que pour elle c'était une vraie libération quand elle ment. Alors en plus son suicide c'était un suicide par le feu, très important aussi parce qu'il y a beaucoup de symbolique dans ce drama et on va pouvoir en parler, c'est très bien fait pour ça. Fuck tout, je veux m'annihiler complètement parce que ma vie toute ma vie était un mensonge, j'ai tout perdu et en plus elle avait choisi sa mort de manière spectaculaire. Ah ouais. Et là, c'est retour à la case départ, dans des conditions un peu moins spectaculaires, en mode merde, quoi. Merde, mais ce coup-ci, je suis armée, en tout cas le croit-elle, jusqu'à un certain point. Oui, elle est armée pour faire face à ce qui l'attend. Mais bien évidemment, au fur et à mesure qu'elle va déjouer les trucs, elle va s'éloigner de la timeline de sa première vie et elle va devoir improviser. Elle aura plus les repères, elle saura plus ce qui va se passer. Et parce que chaque fois qu'elle fait changer un pion, ça a un effet domino ou papillon, on va dire. Un truc qui change, donc fait changer la chaîne des choses. Et la connaissance qu'elle avait des personnages va être affectée aussi parce que du coup, ce qu'elle a pu leur dire ou ce qu'elle peut leur faire fait qu'eux, ils ont une réaction qui est forcément pas une réaction qu'elle avait prévue parce que c'est pas arrivé la première fois. Et puis des fois il y a des changements de temps, genre mais ça c'était pas censé se produire avant 6 mois et ça arrive maintenant. Ah mais c'est trop tôt. Bah oui mais t'as changé tellement de trucs dans l'intervalle que forcément le cours des événements il est chamboulé, donc ça va être à toi de t'adapter et c'est là que évidemment il y a des erreurs vont être commises parce que elle a plus ses repères, ma mère. La seule force qu'elle a pour elle c'est de savoir à qui elle a affaire et même comme ça il y a des moments où on va le déchanter, elle va dire elle avait même pas pris la mesure dans sa première vie à quel point cette personne était pourrie ou jusqu'où allait la traîtrise ou jusqu'où allait l'infamie, etc. Et elle s'en reprend plein la gueule dans sa vie 2.0. Ah oui. Mais c'est ce qui fait tout le sel de cette série, hein. C'est vraiment, vraiment chouette, quoi, de la voir décortiquer les événements des premiers épisodes, soit qu'on les ait déjà vus, comme justement tu parlais de son truc, de son espèce de cérémonie d'intronisation, ou en tout cas de passation de relais entre le père et elle, par rapport à l'exploitation familiale. Dans la première version, elle avait rien vu, elle était sur un petit nuage, ah là là, super, machin, là là là. Dans la deuxième version, tu la vois en mode Sherlock Holmes, genre, alors il y a lui, il y a ça, il y a machin, et là elle voit le piège, tout le piège qui était tendu autour d'elle, elle se dit, ok, bon, elle retrousse ses manches et je vous attends les gars, amenez-vous. Donc c'est un bon exemple, celui-là qu'on peut placer tout de suite sur la question des modifications, parce que c'est une scène qu'on voit bien au début, puisque c'est une des scènes principales du premier épisode, et évidemment ça repart au 4e épisode. Et effectivement, ce que tu avais un peu compris, mais pas forcément, c'était pas clair, même pour nous spectateurs, parce que c'était pas clair pour elle, parce qu'en fait on est vraiment sur son point de vue, c'est très subjectif du coup cette histoire, même si des fois on peut voir ce qui se passe, elle est pas présente elle, donc on a accès quand même à des scènes où elle est pas, néanmoins on est quand même embarqué avec elle tout du long, et donc normalement on a accès, en tout cas dans la première partie, dans le premier arc, on a accès pratiquement qu'à ces informations finalement. Et donc dans cette scène d'intronisation, il y avait deux petits trucs éventuellement, en dehors du fait qu'il y avait quelques personnes qui contestaient quand même le fait que ce soit une fille qui prenne le rôle, bon ça c'est relativement vite réglé. Il y avait la présence du garde du corps qui n'en est pas un, qui lui offrait un bouquet de fleurs, et puis il y avait le fait que la tenue magnifique que lui avait offerte sa belle-mère, était pas si confortable que ça. Ouais. Voilà, ça la gratouillait un peu quand même. Et donc ça lui a un petit peu bousillé sa cérémonie parce qu'elle était pas bien à son aise. Alors c'était pas la Angélique Marquise des Anges, mais pas loin quand même. Non, elle aurait c'était pu pas à ce point.
Elle n'était pas contre la deuxième fois de le faire comme ça, parce que c'était un peu comme ça que ça allait se terminer sur la robe de mariée. Mais voilà, la robe, elle avait été empoisonnée, alors pas comme dans General Nye, mais la robe avait été faite pour la déranger, pour en tout cas au moins niquer sa cérémonie, puisque il y a de la jalousie évidemment de l'autre côté, qui n'était pas présente, mais qui en fait est vraiment bien présente. En tout cas, elle l'avait pas du tout compris qu'il y avait cette jalousie, cette rivalité, et que les deux personnes à côté pouvaient vouloir l'unir. Mais là, elle avait bien compris, puisque finalement tout lui avait été révélé avant sa première mort. Eh oui. Et donc là, évidemment, c'est un premier truc qu'elle change, c'est la robe. Connasse, c'est toi qui vas la porter. Du coup, c'est la demi-sœur qui va se gratouiller. Et le bouquet de fleurs n'arrive pas. Alors, elle s'attend au bouquet de fleurs parce qu'en fait, comme elle n'a pas du tout réagi de la même manière lors de la rencontre héroïque avec Muzzo, là, au lieu de faire pirouette cacahuète dans ses bras, elle essaye de le buter. Et salaud, connard, crève. L'autre, il comprend rien. C'est la première fois qu'il voit la fille. Pour le coup, il doit se dire, il va faire une hystérique. Hein. Tu parlais d'hystérique. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Elle me confond avec quelqu'un d'autre. Je ne vous connais pas, madame. Que se passe-t-il? Et l'autre, elle essaye vraiment de lui faire la peau, quoi. Et en plus, elle sait qui il est, alors qu'il est incognito, machin. Il est un peu sidéré qu'elle le sache. Donc, comme il se dit finalement la mémère, elle est plus futée que ce que je pense, au lieu de lui offrir des fleurs, il lui offre une carte, reconnaissant qu'il a en face d'elle quelqu'un à sa hauteur. Alors, je suis convaincue qu'il l'aimait dans le premier arc. Ouais. À sa manière. Je pense qu'il l'aimait. Il l'aimait, mais, et c'est pour ça qu'elle était au courant de rien, c'est qu'il la voyait comme un animal de compagnie. Voilà, c'était une compagnie. Et du coup, il y avait son programme de vouloir être le prince héritier et l'empereur, son programme ambitieux. Et bon, elle était au courant de rien, il l'incluait pas là-dedans. Parce qu'il pensait pas qu'elle était nécessairement une partenaire à la hauteur de ça. Par contre, là, il voit quelqu'un qui peut être un vrai atout pour lui. Le seul truc où il l'exploitait dans sa première vie, et il reconnaissait son savoir-faire, c'est tout ce qui était architecture maritime, parce qu'il voulait améliorer la marine impériale. Et il s'est servi de ses talents sans la moindre vergogne à ce niveau-là. Mais c'est vrai que par ailleurs, sa compagne, elle lui est tombée toute cuite dans les bras, donc ça devait être un amour confortable, pépère, que dans la deuxième version, quand l'histoire se repasse, elle sait qui il est, elle veut lui foutre sur la gueule, elle l'intrigue parce que dès le début, elle lui dit oui, monsieur le prince Muzzo, etc., alors qu'il est déguisé en bodyguard. Elle dit, attends, mais comment elle le sait que je suis le prince Trucmuche? Et elle a toujours une pirouette pour s'en sortir, justifier le fait qu'elle a vraiment une préconnaissance d'un certain nombre de choses. Et du coup, elle l'intrigue, il se dit, ok, peut-être que j'ai trouvé mon égal sur le plan intellectuel. Donc il va passer son temps aussi à la mettre à l'épreuve, profiter des événements pour la tester, mais en même temps, lui, pour avancer ses pions, parce qu'il a toujours what 1000 trucs sur le feu en même temps. Il manipule tout le monde, c'est vraiment une araignée au milieu de sa toile, ce mec-là. Et puis à un moment donné, le glissement est pas clair, à un moment donné, tu te dis, ouais, ok, en fait, si, il est amoureux d'elle. Il est plus qu'intrigué, maintenant, il est amoureux d'elle. Mais j'ai trouvé que le glissement se faisait très progressivement et que c'était bien amené, en fait. Parce qu'il la teste et il lui fait pas de cadeau, hein. Et ça devient une vraie obsession pour lui, parce que justement, elle veut pas de lui et qu'elle fait tout pour lui échapper. C'est le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, hein. Donc à partir de là, leur relation devient... c'est là que tu pars en full villainous crush, quoi, où il nous fait la totale. Mais ce que tu disais avec les explorations de voies fluviales, j'ai pas fait attention si c'était exactement... Encore une fois, c'est comme c'est une histoire avec un retour dans le temps, on peut pas dire que ce soit historique, mais on pourrait peut-être le placer, je pense que ça doit être période de dynastie Song. Et pourquoi je penserais à ça? Parce que les deux mamelles de ce drama, en dehors du villainous crush, seraient... et ces deux mamelles seraient... Ça me permet de placer Kylo au passage. Serait le fait que tu as les explorations de voies fluviales et l'importance de la production de riz et de l'agriculture. Et ça, ça va avec cette période-là où ça a été très important, et ce qui a permis à la Chine de progresser, de devenir riche, etc., c'est qu'ils ont pu... Les réformes, surtout de la dynastie des Song, hein, je pense quand même. C'est à peu près dans ce créneau-là, puisque ça part vraiment là-dessus. Et l'agriculture, c'est très très important, puisque c'est le deuxième personnage masculin qui surnom c'est Mr. Farming, puisque c'est l'alias qu'il lui donne, qui s'appelle le Gentleman Farmer. Et dans leur incognito, ils ont parfaitement mis leur caractérisation. T'as celui qui est dans les armes, dans la violence, dans l'explosif, et de l'autre, t'as le gentleman tranquille, en blanc,
blanc, t'as l'autre en noir, l'un en noir, l'un en blanc. Donc t'as ton yin et yang sur les deux persos masculins, et qui en plus ont une relation très compliquée parce que fusionnelle, tous les deux. Et donc l'autre, il y en a un qui est là pour détruire, celui qui représente les armes, etc. Et l'autre qui est là pour nourrir, puisqu'il s'intéresse à l'agriculture et à la production. T'as un joli fil là qui est développé pendant tout le drama. Toujours dans les voies fluviales et qu'on est dans les symboliques, par rapport au nom des personnages. Ah. Lou, le nom de famille de la jeune fille, ça veut dire la boue. Et ça est intéressant aussi parce que mon hommage à Padmé, lotus qui repousse dans la boue, qui représente la Renaissance, etc. Alors c'est aussi le fait d'être lié avec... alors, ce sont pas des nobles, ce sont plutôt des commerçants. Donc en fait, elle vient d'un milieu roturier, justement. Donc il y a le fait de s'élever, et là tu peux penser à la Renaissance, au lotus, on en reparlera. Et Anjan, ça veut dire tranquille. Donc c'est la tranquillité de la boue. Donc c'est pas pour rien du coup qu'elle a rencontré Pepper dans une rizière, parce que finalement une rizière c'est des terrasses d'eau boueuse tranquille où tu fais pousser la nourriture, quoi. Et c'est pour ça qu'elle va avec les deux, parce que effectivement Mu Chuan, Chuan ça veut dire la rivière, et lui il est associé effectivement tout du long, lui avec l'eau, la boue, etc. Mais une boue productive, puisqu'elle fait pousser il est nourricier, la lui. Voilà, c'est nourricier, exactement. Tandis que l'autre Mu Tze, c'est également c'est la mare, l'étang, donc une eau stagnante, plutôt codifiée, donc comme mortifère. Donc tu as le côté nourricier de l'autre, le côté mortifère, ce qui est complètement en adéquation avec comment ils sont, leur palette de couleurs, et avec quoi ils sont associés. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit Mu Chuan, c'est souvent avec du lumineux. Il prend le soleil, il est en extérieur, ils sont dans des modes de paille, ils sont à des festivités qui sont des rituels de fertilité, etc. Tandis que Mu Tze est beaucoup dans l'intérieur, dans des décors sombres, avec peu de lumière. Du métal, des armes. Oui. Des bras zéro, plutôt ce genre de truc. Ouais. La nuit. Ou alors par exemple, des rencontres qu'elle fait avec lui, c'est la nuit. La rencontre aux lanternes, ça se fait la nuit. Bon, c'est logique aussi parce que lanterne et compagnie. Mais c'est vrai que ça va avec ça. Et il y a toute une histoire aussi à un moment avec une grenouille magique où il se jette des pièces et tout. Donc tu vois, il y a quand même toute une métaphore de l'eau qui est bien exploitée de début jusqu'à la fin. Et le fait qu'au début, quand on la voit au tout début, elle est en train de baptiser une rivière. Et la rivière, elle la baptise la rivière Dragon, ce qui n'est pas pour rien non plus, puisque le dragon, c'est évidemment le dragon impérial, et finalement les deux garçons qu'elle va côtoyer dans sa vie, c'est la rencontre avec elle qui va faire d'eux des potentiels dragons, parce qu'aucun des deux n'est destiné nécessairement à devenir l'empereur. Oui, parce qu'il y a un prince héritier. C'est ça. Mais c'est parce qu'elle les rencontre que les deux vont peut-être accéder au trône. Oui. Et finalement, c'est elle qui a baptisé le dragon. Donc, c'est à ça qu'elle sert. Et elle, pour le coup, c'est la symbolique du phénix, parce qu'elle est en rouge, parce qu'elle se crame, elle meurt. Elle renaît de ses cendres. Et elle renaît de ses cendres. Exactement. Donc, c'est vraiment le phénix jusqu'au bout. Et phénix, c'est le rôle de l'impératrice qui va avec le dragon impérial en jaune, donc c'est assez bien tenu quand même au niveau de la bien symbolique. Tenu, c'est bien pensé. Non, les Chinois font ça très bien, et sur ce drama en particulier, c'est très très efficace, parce que ça tient tout du long. Ça fait sens dans sa première vie, et ça fait sens dans ce qui constitue l'essentiel du drama, à savoir sa deuxième vie / vengeance, quoi. Donc, je vais rester là-dessus, justement, sur l'histoire là de la nourricier mortifère, pendant qu'on est dans la symbolique, parce que même dans certains des cadeaux qui sont donnés, l'autre cadeau principal qui est celui du bracelet, on en parlera après, mais il y a un moment, lui offre, donc Mushu offre de la vigne à l'héroïne, un truc nourricier, festif, un truc qui s'accroche en plus. Alors tu vois, il y a vraiment une symbolique intéressante. Et qu'est-ce que l'autre offre? C'est toujours des fleurs. Et les fleurs, c'est des fleurs, soit des fleurs coupées, donc des fleurs qui vont crever, ou alors des chrysanthèmes. Et tu offres des chrysanthèmes. Enfin, les chrysanthèmes sont des choses qu'on met sur les tombes, que ce soit au Japon, en Corée ou en Chine. Enfin, j'ai déjà vu des dramas où visiblement ils ont des chrysanthèmes sous les bras, donc c'est pas que une fleur qui est jolie. Oui, c'est vrai, c'est une fleur qui est là à l'automne et qui est présente. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on les met à la Toussaint. Mais c'est une fleur qui est associée avec cette période des morts, quoi. Donc son offre des chrysanthèmes est intéressante aussi.
Tout un programme. Bah, du coup, on va peut-être passer à la partie spoil rapidement. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Donc, on vous le recommande. Hein, avant de parler des spoils, on vous recommande ce drama. Bien sûr, c'est pas pour rien qu'on l'a choisi. Je sais pas s'il est disponible avec des sous-titres en français. Par contre, il est sur une plateforme genre Viki ou je sais pas quoi. Peut-être pas encore. Non, il y est pas du tout. C'est que sur YouTube. Alors après, est-ce que tu as la possibilité de le mettre en français? Ça, j'en sais rien. Mais disons que voilà, c'est vraiment une série à voir pour ceux qui adorent les béguins de vilains. On l'a pas développé ça, mais parce que toutes les scènes sont, comme tu l'as dit, jubilatoires. Enfin, faut venir pour ça, quoi. Tu coches les cases. Bingo. Partie spoil. Ça couche. Ça couche. Non, ça couche pas parce qu'en fait tu le vois pas, donc tu peux pas dire qu'il y ait. Oui, voilà. Ils ont un gamin deux gamins d'ailleurs, parce que je crois qu'elle est enceinte quand ça part en cacahuète. A fait une fausse couche, oui, parce que t'as clairement du sang dans la neige. Voilà, oui, c'est pas subtil. Hein. Non. Elle Donc elle a vraiment tout perdu, Bibiche. Mais c'est bien que tu le dises parce qu'en fait, effectivement, elle a eu 2 enfants, elle a perdu les 2 enfants. Fausse couche relativement précoce, on va dire, pour le deuxième, puis le premier dans des circonstances franchement dégueulasses, sur lesquelles on va pouvoir s'appesantir. Et dans le deuxième vie, elle fait le choix d'être stérile, de jamais avoir d'enfant. Ce qui a été un truc où on a beaucoup discuté, toi et moi, parce qu'on l'a quasiment regardé en même temps. J'avais pris de l'avance, mais tu m'avais rattrapé pas loin derrière. Et on pouvait penser que, est-ce que elle pouvait avoir le regret de cette première vie où elle a aimé sincèrement son fils? Et est-ce qu'elle pourrait être tentée quand même d'avoir son fils dans la deuxième vie? Elle ne peut pas avoir son fils autrement qu'en recouchant avec lui et en remettant le couvert. Et non, elle enterre le gamin. Ouais, elle a fait le choix pour assouvir sa vengeance de ne pas redevenir mère. Et effectivement, finalement, les hommes de sa vie, celui qui était le plus digne de son amour et qu'elle va aimer au final dans son reboot de vie, c'est notre Mouchou, notre petit agronome, qui est vraiment adorable, etc. Et il se révèle que tous les beaux cadeaux qu'on lui a fait, l'espèce de gazebo là, de kiosque en bois sculpté avec la vigne, en fait, c'est pas son mari, le foufou, c'est pas son Villainous Crush qui lui avait offert dans la première vie. En fait, c'était le petit jeune qui l'avait fait, mais c'est juste que c'est l'autre, il avait fait croire que c'était lui. Donc, en fait, les trahisons, même sur des trucs comme ça, elles se multiplient sans arrêt. Et oui, on est convaincu que Mouchou, il est le plus digne d'elle, elle le sait, elle commence à tomber amoureuse de lui, mais elle va au bout du truc, donc elle réépouse Mutsu, donc Foufou, notre Villainous Crush, pour mieux lui niquer sa life. Et elle est prête à coucher avec lui pour maintenir la mascarade du mariage, etc. Ce qui fait que avant la nuit de noces, peut-être deux nuits avant, etc. Elle boit une concoction où l'apothicaire lui dit « Vous êtes sûr ?»« Ouais, je suis sûre. » Un truc qui la rend malade comme un chien et en fait, c'est pour devenir stérile à vie, qu'elle ne pourra plus jamais concevoir. Donc, c'est effectivement une avenue, une possibilité qu'elle se refuse. Je pense, pour ne pas souffrir de la même manière. 2, si elle avait à nouveau son fils, elle serait tentée de renoncer à sa vengeance, même connaissant la pourriture qu'elle a en face d'elle, tu vois. Donc, je sais pas si elle renoncerait, ça voulait dire qu'elle renoncerait nécessairement à sa vengeance, parce qu'elle pourrait quand même le buter, hein. Il y a des enfants qui perdent leur père, mais je pense que c'est plus aussi parce que comme finalement elle s'est rendue compte qu'il y avait des morts inéluctables, et en plus son fils a été maudit en fait par la sœur. Son gamin. C'est la sœur ou la concubine? Non, c'est la concubine qui a tué le gamin, mais c'est la demi-sœur qui l'avait maudit quand elle était allée chez une sorcière dans la forêt. Quand on vous dit qu'elles sont gratinées, elles sont gratinées. Hein. Oui, elle découvre l'histoire de cette malédiction. Hein. Oh et donc, bon, c'était nécessairement la seule raison, mais visiblement la magie fonctionne dans cet univers, donc bon. Bibiche, elle a toutes les raisons d'y croire. Hein. Est-ce qu'elle penserait que, de toute façon, elle n'a pas pu empêcher la mort de sa mère, même si elle l'a retardée, elle n'a pas pu empêcher la mort de la servante, la déchéance de sa famille, elle faisait tout pour éviter que ça se reproduise, puisque c'est ce qui se passe, enfin, elle perd tout le monde, le demi-frère qui était quelqu'un de sympathique prend cher aussi, donc du coup, peut-être que si elle avait le gamin, il lui arriverait quand même du mal, et personne n'a envie de revivre ce genre de tragédie. Donc oui, elle a fait le choix de plus
avoir d'enfants. Ce qui fait que si tu pars tout de suite vers la fin du drama, puisque après tout on est dans la partie spoil et on va vous refaire après les moments croustillants, Mu-Ze était devenu empereur et donc là son but c'est d'éviter à tout prix qu'il réussisse à atteindre son but. Donc il ne le sera pas et il va mourir. Mais pour autant, malheureusement, ça veut dire qu'elle fera le sacrifice de pas être avec l'homme qu'elle aime, qui est donc Mushu, qui lui va devenir empereur parce qu'à un moment il a pas trop le choix. Mais du coup, elle peut vraiment pas l'épouser parce que il pourrait pas épouser son ancienne belle-sœur. Ça, sur le plan, c'est pas possible. Et en plus, elle est stérile. Donc, de toute façon, cet amour est impossible. Ou alors, faut qu'il renonce au trône. Et c'est pas possible parce que c'est le dernier prince qui reste. C'était le moins intéressé par le trône, mais finalement, est-ce que c'est pas ça qui le rend le plus à même de régner? Il a perdu lui aussi en innocence parce qu'il était franchement con avant. Hein. Mais toutes les souffrances dont on est témoin, parce que là on le côtoie beaucoup plus dans la deuxième vie, la vie 2.0, forcément il a pris un peu du plomb dans l'aile et il est beaucoup mieux équipé pour régner. Il a une relation avec son frère, t'as raison de le souligner. Il y a une vraie affection entre les frères. C'est-à-dire que Foufou, c'est une pourriture, c'est tout ce que tu veux, mais il aime vraiment son petit frère. Ah oui, le prince héritier, il l'aime pas. Ah ouais, mais c'est le prince héritier, donc son frère aîné, demi-frère aîné, il pouvait pas le blairer. D'ailleurs, il a essayé de le déboulonner. Il a réussi dans la première fois. La deuxième fois, ça n'a pas été si simple parce que Bibiche, elle a veillé au grain. Mais son petit frère, vraiment. Il l'aimait sincèrement. Donc, ils ont cette espèce de conversation juste avant qu'il meure qui est vraiment chouette. Et c'est une relation qui était assez intéressante, ouais. Entre plus de très bons acteurs. Oui, il y a beaucoup d'apartés entre les deux. Il y a beaucoup de scènes où ils sont tous les deux soit à jouer aux échecs, soit il y a une histoire de parce qu'ils ont un long passif familial où tous les deux n'ont pas eu une enfance facile. Lui était même pas fils de concubine. Son père a niqué une servante un soir ou un truc comme ça. C'est ça, ouais. Et puis, il a reconnu, mais la mère s'est fait trucider de manière atroce par l'impératrice, ou en tout cas la reine, la chef du harem, en demandant au fils d'apporter la coupe de vin empoisonné à sa mère. Donc, c'est lui qui a donné le vin qui a tué sa mère à sa mère. En termes de trauma, ça te pose là quand même, ce qui explique qu'il en veuille sincèrement à la famille et à tous les enfants qui sont nés de l'épouse officielle. Ah oui, c'est pour ça qu'il a aucune affection pour son père, pour ses frères, etc. Son seul point faible, il le dit à peu près comme ça à un moment donné, c'est l'affection sincère qu'il éprouve pour son petit demi-frère. Donc pour Mushu, notre agronome de service. Et qui s'intéresse à nourrir les gens parce que lui-même souffrait de la faim quand il était enfant. Parce que t'avais beau être un prince dans le palais, si personne se soucie de toi parce que t'es pas intéressant, tu peux crever dans un coin et personne n'en aura rien à foutre en fait. C'est pas forcément une vie glorieuse dans ces palais-là. Ce qui lui a permis de survivre, c'était son frère. Ils ont créé un lien tous les deux, effectivement, à la vie, à la mort. Alors, à la mort, plus, du coup. C'est évidemment dans le premier arc, alors, très, du coup, affreusement, considérant ce qu'on sait maintenant du trauma qu'il a eu dans son enfance, il a envoyé un vin empoisonné à son frère. Son frère boit le poison, quand même. Sachant pour lui ce que ça veut dire, parce que c'est quelqu'un qui ne boit jamais une goutte d'alcool. Parce qu'après ça, il a dit vive le thé, quoi, je veux plus rien avoir à faire avec du vin. Et le seul verre qu'il boira dans sa vie, c'est dans le deuxième arc, normal, quand il épouse enfin, parce qu'il y a des ratés, quand il épouse enfin l'héroïne, il est prêt à boire un coup avec elle pour célébrer le fait et pourtant c'est sa concubine, c'est pas son épouse officielle, mais il veut marquer le coup comme si c'était sa première épouse. Et elle lui dit pourquoi tu bois, tu aimes pas l'alcool? Ah bah oui, mais ça montre ma sincérité. Et il raconte cette histoire qu'il lui avait déjà racontée une première fois, mais pas au moment de leur mariage, beaucoup plus tard. Donc ça veut dire que pendant 10 ans, elle savait même pas cette histoire, ce passif de la mère empoisonnée. Et non seulement la mère elle a été empoisonnée par son fils, mais en plus ils ont jeté son cadavre dans un puits. Donc elle a même pas eu un enterrement dans les règles. Et il devait garder une plaquette sous le manteau pour essayer d'honorer sa mémoire, quand on sait l'importance que ça a dans la tradition chinoise. C'était quand même assez dur, il faisait ça elle avait même pas de table funéraire, donc c'est une de ses motivations de devenir empereur, c'est de redonner du prestige à sa mère en fait. Et il mourra à côté du puits où sa mère a été jetée.
Ah oui, non, c'est violent hein, quand même. Mais ça montre bien dans la relation avec l'héroïne à quel point il la juge comme une égale. Contrairement à la première vie où elle était même pas une confidente, même pas un bras droit, même pas un animal de compagnie et point barre quoi. Donc peau du guerrier. C'est ça. Et en fait, là, vraiment, ils sont sur un pied d'égalité et il la respecte suffisamment pour lui confier tous ces trucs-là pendant la nuit de noces, etc. Il la respecte suffisamment pour ne pas la toucher pendant la nuit de noces. Oui, il n'y aura pas de viol. Même si à un Ça, moment, il y c'était a fort pensé quand même. Hein. Elle commence à se dessaper, mais elle est comme un automate, en fait. Et il dit, non, mais moi, je veux pas dans ces conditions-là, en fait. Oui, je ne veux pas que ton corps, je veux ton cœur. Un bon moment. Un classique. Ah, c'est les meilleurs. C'est ceux qui disent. Sauf que bon, il y a une deuxième fois où il la joue en style. Ouais, bon, finalement, je vais bien prendre le corps. Mais non, ça marche pas parce que c'est là qu'elle lui crache tout ce qu'elle a à lui cracher. Et là, le mec, ça lui a coupé la chic là. Donc bon. Ah ouais, non, c'est parce que le nombre de fois il dit mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce qu'il comprend pas. Tu disais par rapport à la première fois, c'est qu'il a pas peur de lui montrer son vrai visage qu'elle avait jamais vu pendant leurs 10 années de mariage sur le premier arc. Là, il a pas peur de lui montrer ce qu'il est, ce qu'il dit, parce que il est assez doucereux dans sa manière de se comporter avec tout le monde de manière logique par rapport à son premier arc. Par contre, avec elle, justement, on le voit en agressif dans les meilleurs moments, Villeneuve Crush, machin, je te déteste. Dans la prison. Dans la prison. Oh là là là. Dans la prison, mais aussi le moment où elle est dans les vapes là. Ah oui, il fait une déclaration, mais elle est dans les vapes, tu vois. Ouais, non, mais il fait pas une déclaration. Il commence à avoir un geste hyper tendre vers elle. À ce moment-là, elle se réveille et c'est là qu'il lui dit tu veux, je veux m'épouser parce que je te hais, je veux te faire souffrir tous les jours et tout est là. Ouais, bien sûr, mon gars, bien sûr, mon gars. C'est ça. Elle sait pas, mais nous on était là il y a 10 secondes à d'autres, hein, s'il te plaît. C'est ça. Puis quand on voit que le jour des noces, encore une fois, c'est il arrive tout guidi, tu vois, allez hop, ça y est, c'est les... faut dire que il s'était fait arnaquer une première fois puisqu'il était arrivé à faire en sorte d'épouser, comme il avait prévu dans son premier programme, d'épouser cette fille-là pour avoir la mamie sur la famille d'armateurs et obtenir le prestige et des clés possibles pour lui pour son ascension. Sauf que elle lui a mis à l'envers parce qu'au début, elle avait dit pas question que j'y remette un pied et elle a fait semblant d'être morte et c'est sa sœur qui s'y est collée, sœur qui avait rien à voir avant avec qui était pas dans le harem de ce garçon, de ce prince. Elle y était pas du tout, elle avait épousé l'âme damnée du prince. L'âme damnée du mec, ouais, qui paye sa facture aussi, mais comme elle s'est rendue compte dans sa première vie, à la fin de sa première vie, que sa demi-sœur issue de la concubine, c'était une bitch qui avait empoisonné sa mère, qui avait vraiment œuvré à sa perte, qui était vraiment une pourriture. Elle a fait mine d'être morte et du coup, il fallait bien qu'ils envoient une de leurs filles pour épouser le prince. Donc ils ont envoyé la bitch. Il était pas content, hein. C'est pas le mariage de l'amour, hein. Oh putain. Ça, puis alors elle galère parce qu'elle veut absolument avoir un bébé, sécuriser son rôle, etc. Alors elle lui colle pas du coup un vin empoisonné, mais elle lui colle une soupe aphrodisiaque dans nos dramas, le secret. Puis je vais te dire efficace hein, la soupe. Hein. Le mec il la boit, 10 secondes après, allez hop, soi-disant c'est la trique. Et il résiste. Alors ça donne une super scène aussi parce que juste avant il est là à comprendre que peut-être il s'est pas bien comporté avec elle parce que depuis le moment où elle est arrivée il ne l'en voulait pas, donc il s'en est jamais occupé, il a pas honoré, enfin il l'a ghosté pendant tout du long et elle est là en train de lui faire de le supplier et de lui dire mais oui mais quand même je suis gentille machin et il réagit, d'un coup il se rend compte que sa mère a subi le même genre de traitement et ça le met ça lui donne il a un grand moment d'introspection où il se dit ah oui non je peux pas la traiter de la même manière que ma mère a été traitée et il fait un effort, il accepte de boire la soupe et tu sens qu'il s'est amolli à se dire bon faut que je sois quand même un peu plus gentil, ce qui est quand même pas mal si tu veux, ce qui te montre que c'est pas une pourriture de chez Poitiers. Encore une fois, c'est un anti-héros compliqué. Ce qui n'empêche pas qu'il fasse des choses pourries, mais c'est un anti-héros. Ah oui. Et donc, du coup, il s'est amolli, il a bu sa soupe et il se rend compte qu'elle lui a fait une crasse. Et alors qu'elle est là à essayer de se mettre en travers pour essayer de tirer son coup. Il s'est amolli et après, il était plus du tout ramolli. Hein. Il était plus ramollo. Et c'est là, faites venir quelqu'un tout de suite. Faut qu'on me l'enlève de là. Parce que il a pas du tout envie. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Donc il a pas envie
qu'on le contrôle. Et il l'a pas toléré chez la bitch. C'est compliqué pour lui avec Lou Han-jan, mais il a beaucoup plus d'estime pour elle qu'il en a pour l'autre. Puis en plus, elle lui a échappé jusqu'à présent. Donc, et c'est vrai que cette histoire du contrôle, elle se voit aussi dans la mort du gamin. Parce que quand le gamin, il est tué par la concubine, la première concubine qui redevient une concubine du coup dans le deuxième arc, la fille de la... D'une des familles les plus influentes, non? Elle vient pas de la famille du grand général Trucmuche ou je sais pas quoi. C'est une armée, c'est ça. C'est parce que ça lui permet d'avoir... comme ça, il a l'eau, il a les accès fluviaux, puis là, il a l'armée aussi. Donc, il met vraiment... il fait son petit jeu stratégo, tu vois. Il est en train de préparer ses pions, en fait. Et en fait, la concubine qui voyait pas d'un bon œil, qui est déjà un fils héritier légitime, elle a fait buter le gosse, quoi. Elle l'a noyé, l'a attiré dans un endroit. Le gamin, il a été tué. Elle a fait buter le... Ouais. Encore l'eau. Oui, la mère encore. jetée dans le puits, le gamin noyé, etc. On est toujours avec la flotte là-dedans. Hein, toujours avec la flotte. Parce que voilà, l'héroïne ne savait pas que c'était la concubine qui avait fait assassiner son fils. Ouais, après elle l'a découvert, elle a hurlé, tout le monde l'a pris pour une hystérique. Elle a découvert dans sa première vie, mais néanmoins, lui par contre, il savait très bien que c'était la concubine, il l'a pas dit, et il a surtout rien fait. Et par contre, il est allé la voir en lui disant, je suis au courant de tes petites crasseries, c'est pas toi qui décide de qui on se débarrasse dans la famille. Mais tu te dis, attends, c'est quand même ton gamin qu'on a buté, le gamin, ton premier fils aîné qui vient de la femme que tu aimes soi-disant, et finalement, bon, il part du principe de c'est pas grave, on en aura d'autres. Alors, c'est vrai qu'ils avaient une mortalité infantile eux aussi, et que peut-être l'attachement, l'investissement sur les enfants était pas aussi important. Ouais, mais là, le gamin, il avait passé la période de risque, tu vois, il avait 7-8 ans, tu vois, donc... Mais c'est surtout, c'est quand elle se rend compte que son mari savait pertinemment que l'autre avait tué leur enfant, et que il a accepté ce fait que c'est genre pertes et profits, parce qu'il a besoin de l'armée de sa belle famille pour devenir empereur. Donc il est vraiment prêt à tout sacrifier pour devenir empereur. Et ça, elle l'a pas supporté, quoi. Elle dit non mais attends. Donc il la gifle, Et le frère aussi, qui avait été buté à ce moment-là. Il sacrifie le frère qui était à l'armée, il sacrifie le régiment où était le frère, en fait. Il défendait les frontières du Nord, je sais pas quoi. Mais Mouchou aussi, un joli parallèle entre le moment où elle fait tout cramer et la mort en parallèle de Mouchou. Ce qui fait que c'est comme un mariage symbolique parce qu'ils meurent au même moment. En plus, ils ont bien mis en scène de telle manière que t'as le dos de la nana au moment t'as le dos du mec. Enfin, c'est vraiment... ils sont vraiment c'est deux âmes sœurs, quoi. Tout est fait pour te montrer que ça se fait en parallèle. Comme en plus, finalement, ce qui provoque la réincarnation, c'est sûrement le bracelet magique qu'il lui a filé. Le bracelet qu'il lui a offert, ouais, c'est sûr. En plus, surtout avant qu'elle se fasse cramer la gueule, donc elle est dans une robe rouge de mariage, hein, quelque part, et tu la vois dans le palais, en extérieur, dans cette espèce de grande allée entre deux murailles, avec une neige immaculée. C'était à ce plan-là que je faisais allusion tout à l'heure. Je doutais que c'était ce plan-là, oui. Cette espèce de tache rouge sur ce fond blanc et gris, où t'as pas un pet d'ombre, rien. Et c'était magnifique, parce que tu te dis, elle va à la mort, dans une tenue de mariée, etc. Et en fait, elle va renaître de ses cendres. Ah, ça, c'était magique, cette séquence. Surtout que tu le revois plus tard, à un moment où elle se parle à elle-même, elle a une vision d'elle-même. Ouais, elle se croise au même endroit. Ouais. Exactement. Où elle se pose des questions sur la validité de sa vengeance et qu'est-ce que ça va lui coûter au niveau de son âme, enfin bon, l'équivalent dans cette culture. Et voilà, et limite, son ancien elle, qui avait pété les plombs, essaie de la dissuader d'aller au bout. Et bah non, elle va au bout. Elle la dépasse et elle continue. Ça, c'est une scène qui est assez forte aussi. Et qu'elle ait cette espèce d'hallucination, voilà. Et elle continue, elle la dépasse. Non, j'irai au bout du truc. J'ai trop souffert. Parce que dans cette incarnation-là aussi, elle souffre, comme tu l'as dit. Elle n'arrive pas à empêcher certaines morts. La mort de sa mère, et certes, c'est pas par empoisonnement par la bitch, mais c'est parce qu'il y a une espèce de révolte à cause du riz ou je sais pas quoi. Et donc, sa mère est malmenée, etc. Elle crève quand des bandits viennent dévaliser la baraque, quoi. Donc sa mère meurt quand même. Fête en plus, c'est un moment où elle est en train de faire un rituel. Elle est à la fête de la moisson avec Mouchou, dans probablement un des moments les plus heureux qu'ils ont ensemble en plus. Donc c'est assez moche. Ouais, c'est assez moche parce que le retour, l'atterrissage est terrible. Elle n'arrive pas à empêcher la mort de son demi-frère, sauf que maintenant elle a compris que c'était son mari, donc Foufou, le Villainous Crush, qui l'avait sacrifié, en fait, l'avait fait buter pour des calculs militaires, politiques, enfin voilà, comme d'habitude, quoi. Donc vraiment, mais elle se charge des bitches. La demi-sœur issue d'une concubine
Elle s'en occupe. C'est elle qu'elle essaie de noyer dans un baquet d'eau ou c'est la concubine de mes deux, la bitch qui avait tué son enfant dans la première vie? Il y en a une qu'elle essaie de noyer parce parce que... que... sœur, parce qu'à ce moment-là, elle était en train de torturer la servante qui était encore sous ses mains. La servante qui était la casse-couille, l'avant de Oh My Sweet Liar. Ouais. Et oui, à ce moment-là, elle vient sauver sa servante et elle lui fait subir la même chose qu'elle était en train de lui faire subir en lui mettant la tête dans le baquet, ce qui est un moment où t'applaudis, toi. Ah, puis surtout qu'elle est pas au bout de ses peines, hein, Bibiche, à cause de sa bitch de sœur. Après que Foufou ait dit à son épouse légitime, donc la bitch de sœur, oui, alors tu vas foutre la paix à ta sœur, maintenant je veux la paix dans ma maison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle organise l'enlèvement de l'héroïne et elle l'enterre vivante. Elle lui tient tout un speech au-dessus du cercueil avant de l'enterrer vivante où tu vois que clairement la demi-sœur, la bitch, elle a pété un câble, c'est une psychopathe et notre héroïne elle est enterrée vivante quoi. Kill Bill, c'est ton moment Kill Bill. C'est un des moments Kill Bill quoi. Et c'est terrible parce que t'es avec elle dans le cercueil, sous terre. Mais en même temps, tu as Mouchou qui passe plusieurs fois avec ses chevaux, elle entend les sabots, ils sont juste à côté, puis se casse, elle croit qu'elle va crever. Ah, puis elle n'arrive pas à sortir du cercueil toute seule, elle. Hein. Ah non, elle a pas fait ses armes avec, je sais plus, Pei Mei, je crois il s'appelle le chiffre doit être ça, oui. Donc du coup, elle peut pas sortir du truc. Et finalement, Mouchou revient avec la servante, etc. Ils commencent à l'appel, puis ils finissent, l'appel chinoise qui sert à tout. Et ils finissent par déblayer à la main pour la sortir du cercueil. Et c'est là que tu te rends compte que dans l'ombre, tu as notre Villainous Crush avec son âme damnée qui était là, qui arrivait, qui serait pas arrivé à temps manifestement, mais quand il a compris ce qu'avait fait sa bitch d'épouse, bah il voulait sauver ma mère quoi. En plus c'est vrai que la sœur entre-temps, elle a fait semblant d'être folle pendant un moment. Parce que oui, normalement son destin à elle, ça aurait été d'être avec l'âme damnée, le couple allait très bien ensemble finalement. Et du coup, dans cette vie-là, elle n'a pas pu épouser l'âme damnée, mais ils ont continué à se tourner finalement autour. Et à un moment, il y a un début d'adultère qui est chopé par les autres. Donc pour arriver à s'en sortir, parce que comme une adultère dans tous ces pays-là, on allait te noyer dans une cage, encore de l'eau. Et ben résultat, elle fait semblant d'être folle, mais elle continue à œuvrer dans l'ombre pour se venger de l'héroïne et de la famille en fait. Ah oui, parce qu'en fait cette bitch c'est un poison fini, elle a été empoisonnée par sa mère qui était donc la concubine de la famille de l'héroïne et c'était elle qui avait empoisonné la robe de l'investiture on va dire, c'est comme si elle l'avait trempée dans un bain d'ortie ou je sais pas quoi parce que l'autre ça avait provoqué des crises d'urticaire pas possibles et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ça, c'est que dans la deuxième chez vie Chine, tu sais. C'est pour ça qu'elle a acheté chez Chine, il y a des produits chimiques dessus. C'est facile, mais quand même. Sous couvert de « Oh mais si, je t'adore, t'es ma petite sœur et tout, allez vas-y, tu l'adores cette robe, porte-la, j'en mettrai une autre pour mon investiture, y a pas de souci. » Genre elle lui fait une fleur, puis en fait l'autre elle se gratte de partout. C'est une horreur, c'est bien fait pour sa gueule. C'est des conneries comme ça où tu prends ton pied parce que bon... on est à un autre niveau que Lavinia et Princesse Sarah quand même. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a des côtés très très jouissifs dans cette vengeance. Et en même temps, il y a plein de moments où elle prend cher parce que il y a plein de trucs qu'elle n'arrive pas à empêcher. Certains décès, certains événements, etc. La déchéance de sa famille, le fait que finalement elle doive épouser quand même ce mec-là. C'est toujours la question de le destin et le libre arbitre. C'est une question philosophique qu'on se pose tous, voilà, quelle que soit la culture. Et là, ils ont bien mis l'accent dessus, c'est est-ce que tu peux échapper à ton destin? Dans quelle mesure tu peux échapper à ton destin ou je sais pas, réussir à négocier le truc, à louvoyer. Et puis il y a des trucs que tu peux empêcher, d'autres que tu peux pas empêcher. Elle a pas pu empêcher certains décès. Par contre, elle arrivera à empêcher l'autre de devenir empereur. Ça, elle y arrivera. Et à faire monter sur le trône son petit chéri, l'agronome, quoi. C'est un gros sacrifice quand même, parce que du coup, elle doit renoncer à cette histoire d'amour-là qu'elle avait pas vu venir dans la première vie. Pauvrette qu'elle était. Parce que quand il lui offre le bracelet dans le premier arc, ça se fait dans le jardin avec le frère à côté qui s'inquiète que son petit frère soit toujours pas casé et l'autre évidemment grand moment d'embarras parce que la femme de sa vie c'est celle que l'autre lui a carottée et donc non mais
non mais j'aime pas les filles. Alors l'autre s'inquiète, ah bon mon frère est gay? Il dit, non mais ce que je veux dire c'est qu'il y en a qu'une qui me plaît, et il décrit devant elle. Alors l'autre elle est là tout sourire, tu vois, sans savoir qu'on parle Elle est d'elle. con, elle est vraiment naïve, c'est une bise dans sa première life. Mais non, mais parce qu'elle est aveuglée par le fait qu'elle a trouvé son prince charmant et qu'elle l'aime et elle mène une petite vie idyllique à ce moment-là dans sa vie, si tu veux, elle se pose pas de questions. Et donc du coup, il est en train de la décrire elle, et elle le sait pas. Elle dit, oh bah elle a l'air bien cette fille, on va t'arranger le coup. Ah oui mais non, parce qu'elle nous en la a épousé présenter. un autre. C'est ça, elle est prête à faire la marieuse et tout. Et après, dans la deuxième vie, elle comprend aussi le secret du petit bracelet de Georgie, où en fait, il y avait marqué « Je t'aime » quand tu le mets dans les bonnes ombres. En fait, il y a le message qui est caché, qui est tu es la femme de ma vie, quoi. Mais et elle le sait aussi parce qu'il lui raconte des cracks, parce qu'à la première fois, il lui dit « Oh, c'est un moine qui me l'a passé, machin ». La deuxième fois, il lui sort pas la même sauce. Donc elle se dit, oh, il y a quand même un truc avec le bracelet, et elle comprend qu'il l'aime. Et pour elle, c'est une surprise à laquelle elle s'entendait pas du tout et qu'elle accueille très bien. Et dans cette vie, au début, elle a décidé qu'elle épouserait pas le type et qu'elle vivrait pas comme ça. Elle se laisse à rêver et à espérer que ça va se faire. Et normalement, ça va se faire. Il y a plein de moments où tu vois que c'est en train de partir là-dessus, et c'est vrai que le couple est adorable ensemble et que tu les ships. Le problème, c'est qu'il a tout le problème des gars gentils, c'est-à-dire qu'il attend trop longtemps, Pépère. Et du coup, bah, les choses vont tourner autrement. Et il y a ce moment désespérant aussi où elle le croit mort. Et comme il a jamais su pourquoi elle avait épousé son frère, pourquoi elle l'a largué après une date, en fait, c'était une manière de dire adieu. Elle lui a fait une dernière soirée sympatoche. Et puis après, elle s'est barrée. Et en plus, le type, à chaque fois, le pauvre malheureux, c'est lui qui escorte la mariée pour son frère. Que ce soit dans le premier arc, dans le deuxième arc, quand c'est pas elle, mais il croit que c'est elle, et bon voilà, et aussi quand finalement elle a pris la décision d'épouser. C'est lui qui accompagne, quoi, à chaque fois. C'est quand même un vrai crève-cœur, et il est au bout de sa vie dans toutes les circonstances. C'est son seul moment filou, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement pas filou en fait, mais on l'aime bien quand même. Et donc à ce moment-là, avec la complicité d'un camarade qu'elle s'est fait dans ce deuxième arc, et de la sœur de ce type, il fait semblant d'être mort. Donc elle arrive, grand moment d'émotion, pleure devant le cadavre, oh là là, tu étais l'homme de ma vie, machin, prête à se suicider à la Royal Nirvana avec un pic à cheveux dans le truc, et à ce moment-là, le type, oh non mais c'est bon, je voulais juste avoir la réponse en fait. Oh tiens, salaud. Bon, c'est quoi lui enfoncer à lui, tiens, connard. Oh merde. Non, du coup non. Mais bon, au moins il sait qu'elle l'aime, et ça aussi c'était un truc qui était intéressant et qu'ils refont en imagerie. C'est le coup des ombrelles. Parce que dans le premier épisode, t'as un moment où elle et Muzue sont tous les deux sous la même ombrelle au moment où il repart à la capitale, et qu'elle sait toujours pas que c'est un prince, mais qu'elle croit encore que c'est un garde du corps et qu'elle attend son retour. Et tu les vois pour la dernière fois sous une ombrelle ensemble, il y en a qu'une. Et les ombrelles, après, tu les à la fin, ils sont, du coup, c'est Mushu et elle qui sont tous les deux sous une ombrelle, mais séparés. Ils ont chacun leur ombrelle parce qu'ils auront jamais leur vie ensemble. Alors t'as ce petit moment à la fin où ils rêvent tous les deux, enfin où elle rêve peut-être, je sais pas si c'est leur rêve commun, où l'épilogue finalement c'est la vie qu'ils auraient pu avoir si ils avaient pas été dans des conflits de palais, donc à courir dans les champs à la Gladiator, tu vois, joyeusement. Gladiator, c'était pas joyeusement. Hein. Non, c'était pas joyeux. Bon, à la Laura Ils sont pas aux Champs-Élysées là. Voilà, non, mais bon, là c'était aux Champs-Élysées de Joe Dassin. Et ils se baladaient sur l'avenue. Ouais, le cœur ouvert à l'inconnu. Et apparemment, dans l'épisode spécial que je n'ai pas vu, ils seraient réunis. Alors, est-ce qu'il a abdiqué? Est-ce que machin? Du coup, je ne sais pas. Je ne suis pas arrivée à le voir. Mais je pense que les gens étaient assez déçus parce que c'est vrai que le couple était tellement chou et ils étaient tellement gentils. Et bon, c'est un bon empereur en soi sur papier parce que tu sais qu'il aura à cœur de nourrir les populations. Après, et de les cultiver. Est-il encore suffisamment roué, manipulateur pour bien diriger, pas se faire entuber par la corruption de sa cour et de ses dignitaires? Ça c'est un autre débat. Hein. Si, je vais te dire pour une chose, à cause de sa caractérisation du début. Parce que la première chose que tu vois ce garçon faire quand elle arrive, c'est qu'il est en train,
Et la raison pour laquelle on va la chercher et qu'elle le rencontre, c'est parce qu'il y a des paysans qui viennent se plaindre, parce que comme c'est la maîtresse des lieux, enfin la grande propriétaire terrienne, ils viennent demander justice parce qu'on est en train de leur détruire leur rizière. Donc elle arrive prête à mettre sa race au jeune Godluro qui est en train d'arracher la subsistance des paysans, sauf que la raison pour laquelle il est en train d'arracher le riz, c'est parce qu'il explique que le riz est corrompu et qu'il faut absolument enlever les quelques cellules, les quelques brins, les touffes là qui ont été contaminées, sinon tout le reste va être contaminé. Donc il y a une question de la corruption et de lui comme l'élément tu vas faire le tri. Bah voilà, l'élément guérisseur, nourricier qui va sauver et qui finalement quand il a fini d'expliquer et qu'elle a compris, elle est capable de montrer et tous les paysans se rangent à cette logique et à cette rationalité et effectivement ils vont sauver leur culture et on le voit régulièrement revenir et voir la progression de cette culture qu'on a vue en plastique vert tout jeune au début et dans leur image de Champs-Élysées de Joe Dassin à la fin, c'est des grandes touffes. Tu vois, ça va jusqu'à la moisson, donc ça a été fécond, alors qu'elle est devenue stérile. Ce qui est très beau, j'allais le dire justement, je rebondis là-dessus, c'est que il a fait une race hybride de riz. Il crée c'est un agronome vraiment, donc il crée des espèces de riz. Et il y en a une à laquelle il a donné le nom de l'héroïne. C'est un peu leur enfant en fait. Donc c'est si j'ai bien compris, avec les traducturages de Bango, c'est une espèce de riz qu'il a créé pour justement qu'elle ne soit pas corruptible, qu'elle n'attrape pas le parasite du début. C'est beau. Si j'ai bien compris. C'est beau. C'est super beau. Parce que à nouveau, on est dans la symbolique. Et c'est un truc qui va pousser dans quoi ? Dans la boue, comme son nom l'indique. Donc, ils n'auront pas d'enfants, mais ils auront créé ça. Donc, finalement, après, leurs enfants, c'est quoi ? Ça va être tous les Chinois, en fait. C'est le peuple à nourrir. Comme un vrai empereur et impératrice, normalement. Si elle avait pu devenir son impératrice. C'est ça. Elle aurait fait une super impératrice, surtout avec tout ce qu'elle a appris à la dure... pour arriver dans sa deuxième vie. Elle l'a été la première fois, mais malheureusement... impératrice, on l'a pas tellement vue dans un rôle d'impératrice. Queen for 7 days. Elle s'est suicidée peu de temps après. Mais c'est vrai que c'était sous-entendu aussi, parce que l'un des premiers... quand on la revoit au tout début de l'épisode 2, et que 10 ans se sont écoulés avec une ellipse de dingo, elle est en train... Et que tu découvres qu'il y a cette concubine qui sort de ton cul, qui est visiblement pas quelqu'un de sympathique, comme ça sera vite confirmé d'ailleurs. Un des premiers trucs qui va pas, c'est qu'elle va la réprimer parce qu'elle a accepté un bracelet en jade de je sais plus quelle organisation et ça c'est une preuve de corruption de sa part et elle aussi elle traque la corruption au sein du harem. Alors évidemment une impératrice c'est son seul combat, c'est dans le harem, c'est terrible à dire mais voilà c'était comme ça quoi et elle cherchait à faire en sorte que là-dedans il se soit harmonie et propreté, tu vois. Ah bah oui parce que la corruption dans le harem ça peut mener à des scandales d'état. Chez les Ottomans c'était pareil, mais c'est vrai qu'elle a pas été reine très longtemps Bibiche parce qu'elle voulait pas, de toute façon elle voulait pas être impératrice. À partir du moment où elle a perdu son gosse, tout commençait à lui tomber sur la gueule, les masques tombaient, après c'était mort, elle n'avait plus rien à secouer. Il manquait plus qu'à regarder l'ascension de Skywalker, alors là sa journée était vraiment foutue. C'était terminé. Ah ouais, c'est clair. Où est le gaz ? Oh merde, on l'a pas inventé. Zut. Oh merde. Bon, la poudre, ça le fera, c'est pas grave. Le feu et l'alcool, c'est bien, parce qu'à un moment donné, elle picole, puis après, elle commence à verser l'alcool partout, puis elle tourne dans les flammes comme ça. Elle fait une espèce de danse de mort comme ça, et puis elle renaît vraiment littéralement de ses cendres. Elle est très belle en tenue rouge d'ailleurs, c'était vraiment très très joli. Très bien. D'ailleurs, elle picole, c'est comme ça qu'elle rencontre le type dans le deuxième arc, parce que finalement, le mouchouchou, elle fait une première rencontre avec lui dont elle se souvient pas du tout dans un bar. Elle lui saute dessus en le traitant de connard et de trou du cul et du machin parce qu'elle pense que c'est le frère. Et quand il la revoit finalement dans la rizière, dans la même circonstance où ils s'étaient rencontrés la première fois, lui il l'a déjà vu mais elle s'en souvient pas. C'est bien que quand elle arrive, et c'est très émouvant d'ailleurs cette scène, parce que c'est le premier moment où tu la sens vraiment heureuse, en dehors du fait qu'elle est ravie de voir sa mère et son père, puisque du coup ils étaient morts. Donc, au début elle est contente de les voir, mais le moment où elle comprend qu'elle va retourner voir Mouchouchou. Et tu la vois traverser les paysans, du coup pas de la même manière que la dernière fois, parce qu'elle est un peu, tu vois, elle est un peu impatiente de le voir, et elle arrive au bout, et elle a un grand sourire de le voir, et lui il fait un sourire. Les larmes aux et il dit yeux c'est vous. Elle dit mais il me reconnaît.
Et non, il la reconnaît pas parce que il se souvient du même arc que elle, c'est parce que elle l'avait empoignée dans un bar avant et bon, elle l'a pas violée, mais bon voilà, elle a quand même, la rencontre était mémorable pour lui. Le fait est que l'acteur joue super bien, il a des regards énamourés sur elle qui sont vraiment, vraiment touchantes. Il y a un moment où il la croit morte, justement, quand tout le monde la croit morte, au mariage qu'elle aurait dû faire, le premier mariage, où elle a feint sa mort. Et bon, lui, il a vraiment vécu l'amener là-bas comme c'était la mort de son âme. Il fait pas la teuf au mariage. Il est vraiment déprimé. Et là, on lui apprend qu'elle est pas là, que c'est la sœur. Alors, il a eu un moment d'espoir et en fait, elle est pas là parce qu'elle est morte, on lui dit. Et son premier réflexe, c'est de repartir là où elle est morte, vers la rizière, etc., où il l'a rencontrée. Il la voit partout, sur tout le chemin. Elle lui apparaît et il a des conversations avec elle. Il essaye de la toucher. C'est extrêmement touchant aussi. Ça, c'est bien que quand finalement elle le revoit en vrai, il lui dit non, mais je sais que de toute façon, tu vas encore disparaître. Et elle l'attrape pour lui faire comprendre que non, c'est bien, elle est bien une réalité. Ça va aussi, tu vois, finalement, le fait qu'il se croit mort, c'est aussi un parallèle qu'à un moment ou un autre, l'un croit l'autre mort aussi. Et ils passeront toujours l'un à côté de l'autre. C'est triste aussi parce qu'ils ont vraiment des beaux moments de complicité. C'est rare que je ship avec le bon gars, mais là franchement, c'est parce qu'on a déjà eu la vie 1.0 et donc on se dit ok, je peux pas en toute honnêteté la shipper avec Foufou, même si j'adore Foufou, parce que là c'est bon à la donner, c'est un désastre. Et vraiment t'es avec elle dans sa vengeance et tu veux qu'il en chie, même si au fur et à mesure son masque tombe à nouveau et tu vois que c'est un être qui est en grande souffrance, mais il a fait des choses tellement innommable, y compris dans cette vie-là où, encore une fois, elle prend la mesure de sa rouerie, de sa traîtrise, et le mec, il renonce vraiment il recule devant rien, quoi. Tu te dis, non, je peux pas la shipper avec ce mec, tout ce que je veux, c'est qu'elle lui éclate bien la gueule et qu'il monte jamais sur le trône. Même si j'adore Foufou bien la gueule. Oui, mais quand même, t'as envie de profiter le maximum possible du spectacle du Villainous Crush, parce que, faisant plus elle résiste et plus, évidemment, c'est... Et il le dit le soir où il se rend compte qu'il a épousé il a pas fait la bonne pioche et il dit oui, il dit je veux la famille, il dit mais c'est elle que je voulais surtout, et le fait est qu'il lâche pas l'affaire et du coup il souffle le chaud et le froid en permanence parce qu'il alterne entre des moments assez où il essaye vraiment de faire plein de choses pour elle à des moments vraiment d'intimidation, de torture psychique où il prend le masque du méchant en interrogatoire, quoi. Alors, mais c'est beau à regarder, enfin c'est gratiné, c'est plaisant à regarder parce que tu vois, justement dans la scène des chrysanthèmes où il lui offre des chrysanthèmes parce qu'il supporte pas le fait qu'elle avait un cadeau de quelqu'un d'autre, du frère en l'occurrence. Et là pareil, comme elle est pas super emballée par le cadeau, la jalousie refait surface et t'as un beau moment jalousie possessif aussi où il lui parle par derrière, tu vois, enfin vraiment t'as vraiment les clichés de base du truc, quoi. Mais Foufou fait ça tellement bien, les changements d'expression, le moment où il se blesse la main et le sang saigne et il rit comme un fou. Tu disais tout à l'heure, il aime le contrôle. Il veut contrôler les autres, il les manipule, il veut contrôler la situation, etc. Il veut pas qu'on le contrôle. Mais lui-même a parfois du mal à se contrôler. Tu sens que ce mec-là, il est sur le fil, en fait. Il essaie de beaucoup se contenir, mais à partir du moment où il commence à lâcher, à ouvrir les vannes... c'est pas solide du tout, hein, cette affaire, hein. Ça va pas bien dans sa tête. On n'a pas parlé encore, qui sont très bien. C'est la scène où justement, parce qu'il l'a encore intimidé pour l'épouser, parce qu'il lâche pas l'affaire, et il lui donne un ultimatum. Elle a, je sais plus, 3 jours encore, c'est souvent 3 jours en général pour se décider. Comme elle est arrivée à régler la menace ou le chantage qui faisait peser sur elle, il peut croire qu'elle va lui dire fuck you, bâtard, je veux pas de toi. Et elle vient, comme c'était prévu, lui donner sa réponse et très tu vois, très désinvolte, en fait c'est un animal blessé, hein, mais très désinvolte, il fait style bon bah d'accord, il dit je sais très bien ce que tu vas me dire, et en fait elle est venue pour accepter parce qu'à ce moment-là elle s'est rendue compte qu'elle avait intérêt à l'épouser, comme elle le dira plus tard, pour être sûre, pour le contrôler à tout moment et être sûre de ce qui se passe, quoi, de ce qu'il fait et qui il voit, avec qui il parle, et si elle peut essayer de contrarier ses plans un maximum. Elle a besoin d'être présente à côté de lui tout le
le temps. Et donc elle lui donne sa réponse en positif. Le mec, c'est Noël quoi. Il se dit chouette. Et elle fait ce truc de se couper les cheveux, ce qui est intéressant aussi parce que de ce que j'ai vu dans les dramas chinois jusqu'à présent, quand tu te coupes les cheveux ou quand tu coupes un pan de tes vêtements, c'est l'un ou l'autre en général, c'est un signe de séparation. À un moment donné, d'ailleurs, le petit frère coupe un pan de son manteau et le fout à la gueule du grand frère. C'est comme ça qu'on fait normalement, c'est comme ça que tu marques que tu te sépares d'une personne, enfin c'est ton maître ou tes parents ou ta famille ou ton conjointe. Du coup, ce qui est intéressant qu'elle fasse ça et qu'elle lui donne les cheveux mes manteaux pour un signe de pacte en fait, c'est leur pacte, c'est le pacte qui fait que oui je suis prête à aller avec toi. Et ce qui est curieux, c'est qu'en fait ça se lie à 2 niveaux parce que c'est sur le moment c'est ce que ça veut dire, c'est le pacte qu'elle accepte le mariage, mais c'est aussi une autre façon de réitérer le fait que pour elle leur amour et leur mariage il est mort, qu'il est mort depuis le premier arc parce que normalement c'est ce que tu fais pour séparer. Donc c'est un truc complètement dingue si tu réfléchis la scène. Et mèche de cheveux, en plus t'as le plan où tu vois il a la mèche de cheveux, il est tout content d'avoir ça, il le pose après plus tard, enfin pas tout de suite d'ailleurs, mais dans une scène ultérieure il pose cette mèche avec la tablette de sa mère en plus, donc Oedipe machin si tu veux, c'est revenu, il y a toujours les fils compliqués avec leur maman, voilà c'est toujours pareil. Et puis il y a cette autre scène extrêmement compliquée où encore une fois Jing Chao fait un travail de dingue sur tous ces trucs là. Il est bon, il est vraiment bon. Où t'as l'empereur qui les invite à venir bouffer et il y a 2 tables qui ont été installées, une à côté de l'empereur et une un peu plus bas, et il dit j'ai cru comprendre, enfin grosso merdo, il dit j'ai cru comprendre que t'avais des ambitions, donc il dit c'est pas compliqué si t'es content de l'état que tu as actuellement et de ton statut, alors voilà il y a une table là, on va festoyer tout ça, faire la teuf, manger et c'est tout ce que tu auras. Si tu veux devenir le dauphin, enfin le prince héritier, alors il faut que tu ailles sur la table qui est en haut, mais il y a un verre de poison. Et là, il faut qu'il le donne à sa femme à côté, quoi, à la concubine. Dans son cas précis de j'ai déjà empoisonné la personne que j'aimais le plus au monde, ma mère, dans les mêmes circonstances, il est là, tu le vois, à hésiter, machin, et c'est absolument atroce parce c'est la seule femme qu'il aime en fait, celle qui est à côté de lui, qui voulait pas de lui, et il essaye de se faire aimer avec les maladresses d'un villainous crush, mais il est avec toute la lourdeur, mais c'est son nom de famille, je rappelle, d'un villainous crush. Il essaye de se faire je vais essayer d'être bien. Il y a une scène comme ça où ils dorment dans le même lit, ou une fois où il dort avec elle et il dit non mais je te forcerai pas, mais c'est la seule fois où ils vont dormir ensemble finalement du truc, et il est tout content lui d'être là, de la tenir dans les bras, tu vois, à la Wallace Chung dans Sword and the Broken. Et là, donc revenons à la scène, il doit amener le verre de vin, tu vois hésiter, elle le prend, elle saisit le verre parce que à ce moment-là, encore une fois, de toute façon elle n'a rien à foutre, elle est morte une première fois, alors elle peut crever, et il tient encore le verre, et il lui donne pas encore complètement, tu vois qu'il est en train, tu sens le conflit intérieur du type quoi, qui a les ambitions mais en même temps, et ça veut dire que j'ose pas imaginer finalement, parce qu'on l'aura malheureusement pas vu, quelle a été sa réaction en admettant que la timeline est continuée, tu vois, de quand il a appris qu'elle s'était suicidée dans le palais. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il en aurait rien eu à foutre parce qu'il avait été particulièrement violent avec elle juste avant? Il lui avait mis une mandale, mon pote, quelque chose de bien. Ou est-ce qu'il l'aimait encore? Ou je sais pas. Il était tellement cramé par l'ambition que je suis pas sûre. Il l'aimait pas autant, il l'aimait différemment, c'était confortable. Là, elle le pousse dans ses derniers retranchements. C'est un challenge, cette nana. Donc, et c'est pour ça qu'il est autant obsédé par elle et autant amoureux d'elle. Et voilà quoi, parce que dans la première vie, c'était du tout cuit. Là, c'est surtout tout, que ce qui était difficile pour lui à gérer dans la première, je justifie pas son geste, qu'on soit d'accord, je ne justifie pas la violence conjugale. Je dis probablement de son point de vue, c'est qu'il est passé justement d'une femme qui est tombée amoureuse de lui au premier regard, le voyait comme paré de toutes les grâces en fait, projetait une image extrêmement positive de lui. Leur dernier entretien, elle lui crache à la gueule le fait que c'est un gros bâtard. C'est ça qu'il a pas supporté. Tandis que là, on est dans la circonstance inverse, que la première fois qu'elle le rencontre, elle le traite de gros bâtard, et ce qu'il essaye de faire tout du long, c'est qu'elle essaye d'avoir une image positive de lui. Alors, il s'y prend pas bien, encore une fois, mais... Non, mais encore une fois, c'est un villainous crush, ils sont pas équipés pour les mecs. Ça veut pas dire qu'ils sont
pas ils sont sincères, au équipés contraire, pour ils nous sont faire très plaisir. sincères. Mais nous, on signe. On signe parce que Ils c'est sont de pas la là pour fiction. faire plaisir à l'héroïne, mais nous, oui, voilà, c'est ça. Nous, on signe. Enfin, toujours est-il que elle s'en sort pas, hein, la concubine qui avait tué son fils dans la première vie. Vous vous doutez bien qu'elle a une place de choix dans la vengeance. Bah, personne s'en sort, mais en fait, finalement, sortent vivant que elle et Mouchouchou, quoi. Et ce qui est déjà bien, De parce que l'histoire. dans la Oui, c'est première ça. Mais occurrence... je veux dire, elle a pu sauver personne Non. du premier truc. Elle a sauvé que Mouchouchou et elle. Parce que finalement, Muzeux, donc lui, il meurt. Donc il sera pas empereur, parce que le frère, finalement, a décidé de prendre la place. Enfin, le complot qu'il avait tramé pour se débarrasser à la fois du prince héritier et de son papa, bah, foire. Le 9e accepte de prendre la place. Il a décidé d'arrêter de s'occuper d'être un gentleman farmer et d'avoir une vie tranquille, quoi. Oui, non, c'est la mort de Muzeux. Et donc, du coup, il part en mission suicide, en fait. Comme tous les complots, ces complots sont finalement mis au jour, il part à l'attaque du palais impérial en sachant qu'il va se faire buter, en fait. C'est juste qu'il a choisi sa mort, et même il choisit sa mort jusque dans le fait que la personne qui lui porte le coup fatal, ce sera, et c'est pour ça que c'est le vrai couple yin Yang, ce sera le frère. Et il lui demande de mettre fin rapidement à sa vie. Il est dans ses bras à ce moment-là, le frère est en PTSD. Il se jette sur le couteau que tenait le frère, mais le frère avait aucune intention de le tuer. Et en fait, il s'empale sur le couteau en tenant son frère embrassé. Ils sont réunis à la fin, tous les deux, quoi, même si bon, il survit derrière. Mais il y a ce moment il y a une réconciliation entre les frères qui est faite par finalement le sacrifice. Il dit ok, j'ai perdu. Il accepte sa défaite et il choisit finalement de partir dans les bras. Quand je disais que c'était la personne qu'il a le plus aimé, je pense que je rectifie en disant que la personne qu'il a le plus aimé finalement ce sera son frère. Je crois qu'il y a que 3 personnes qu'il a aimées dans sa life, parce que même ses fils il les a pas aimés. Non, sa mère, son frère. Sa mère, son petit frère et l'héroïne. Mais est-ce qu'il l'aime vraiment? Parce qu'en fait il est obsédé par elle, mais il la connaît pas, il sait pas. Et puis son amour il est de l'ordre de la possession, il est de l'ordre du contrôle. Il est l'ordre de ça, c'est parce qu'elle lui échappe. Finalement, ils ont rien vécu ensemble dans ce 2e arc. Rien du tout. Non, bah c'est le jeu du chat et de la souris, mais ils ont rien construit ensemble. Contrairement au premier arc où ils avaient construit une famille, une flotte, ils avaient construit marine. un château de sable au bord de l'eau. Ouais, là, parce que tout s'est écroulé avec une vitesse. Très rapidement, assez phénoménal. Hein, c'était vraiment la petite bibiche en l'espace de quelques dizaines de minutes. Il manquait plus qu'un tremblement de terre, tu sais. Sinon, on avait la totale, là. La vache. Une coulée de boue, comme ça restait avec... Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'est pas encore investi émotionnellement quand elle meurt. Et comme en plus, le pitch de base... C'est le problème qu'ont eu des gens, c'est ça, c'était le fait que ça aille tellement vite et que finalement, tous les personnages qui décanillaient les uns après les autres, t'avais pas d'attachement sur eux, en fait. Le gamin, on vient de le rencontrer, il meurt tout de suite. N'est pas attaché au gosse. Le gamin, on s'en fout. Ce qui compte, en fait, tous ces personnages, ce qui compte, c'est l'impact que ça va avoir sur l'héroïne. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'au moment où elle meurt, la scène est très belle, etc. T'es triste pour elle parce qu'il y a eu une succession de drames, et t'es pas investi avec elle. Et 5 secondes plus tard, quand elle revient dans le passé, ça y est, t'es harponné, t'es dans son camp. C'est assez... Pour moi, ça a vraiment été spectaculaire, ce shift. Et là, tu te dis, ok, il lui est arrivé plein de saloperies, j'étais pas en résonance avec elle parce que je venais de la rencontrer, ça allait trop vite et tout. Mais j'ai envie de prendre mon pied avec sa vengeance parce que cette femme mérite sa vengeance. C'est comme dans Kill Bill 2, là, quand le frère de Bill, joué par Marsden, l'a dit non mais cette femme a le droit à sa vengeance et nous méritons de mourir. Et ben là, c'est pareil. Ils méritaient tous de crever, tous ceux qui l'ont fait souffrir. C'est ça, oui, c'est ça. En plus, à un moment, elle a un visage déterminé comme ça, où elle sort d'une baignoire, tu sais. Cette espèce d'image où elle est accramponnée à sa baignoire avec l'air résolu, avec ah non, ça a chier. Bon. Il y a mais c'était bien qu'il nous montre des moments où elle hésite, des moments où elle est pas sûre, des moments où elle essuie des échecs, des moments où elle pleure, elle est faible, elle est mise en difficulté, etc. Oui, il y a pour des moments contrebalancer. Où elle pense même abandonner, hein. Ouais.
pour contrebalancer les moments où effectivement elle fait preuve de beaucoup de détermination en mode ça va chier, tu vois, et toi t'es là oui ça va chier, oui parce que sinon puis ça va chier pour toi finalement, c'est plutôt pour elle que ça chie, tu vois, donc ouais mais regarde même dans Kill Bill la mariée elle en chie, hein. Elle en chie pour accomplir sa vengeance, hein. Ah, mais les moments où elle hésite, sinon c'est pas logique, enfin tu peux pas bah sinon il y a aucun payoff en fait. Non, si elle a pas sa vengeance en suant sang et tripes, c'est pas la peine en fait. Après voilà, c'est un payoff qui est compliqué parce que finalement à la fin tu la laisses avec son ombrelle et sa marine et son héritage. Ouais, elle a laissé la bonne personne au bon endroit, voilà, ça serait sa satisfaction, c'est que elle a laissé la seule personne qui était pas corrompue prendre la place. Mais pour elle, qu'est-ce qui lui reste encore finalement? Est-ce qu'elle a un chemin à continuer? C'est vraiment doux amer comme fin, hein. Ah oui, complètement. Et moi, il m'avait semblé que justement, elle retournait dans le sud, dans son delta, là, pour continuer ses recherches maritimes. Ça semblerait logique. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre? Quitte à mettre à disposition du nouvel empereur ce qu'elle avait fait pour son bâtard de mari dans la première, à savoir une nouvelle flotte marchande, guerrière, ce que tu veux, pour assurer la prospérité de l'Empire. Parce qu'elle est tout à fait qualifiée pour le faire, quoi. Qu'à la limite, c'est peut-être ça qui l'attend. Devenir un chifou, former les futures générations à ces métiers-là. Vu qu'elle n'aura pas d'enfants à elle peut avoir des disciples. Ce serait presque logique finalement que la dernière image serait presque dû être celle, je sais pas, d'Arya Stark part à l'aventure sur son bateau. Ouais, c'est presque dommage qu'on la voit pas faire ça à la fin. Nous montrer ce qu'aurait pu être leur vie tous les deux. Bah, je vous remercie. C'est bien ce qu'on leur souhaitait pendant toute l'histoire, mais ça n'arrivera pas du coup. Parce qu'on la rencontre maîtresse des eaux avec une bataille navale, machin, sur des bateaux, etc. Quand on la rencontre une deuxième fois, il y a le reboot. C'est exactement à ce moment-là qu'on la retrouve. Ça aurait été logique, je pense, de la voir sur un bateau, soit en train de cartographier, soit en train d'explorer la haute mer, de partir à l'aventure, comme Arya Stark. Vu la thématique de l'eau, enfin, bah ouais. On aurait pu la voir contre les pirates de Roijon ou j'en sais rien. Ou partir à la recherche d'un nouveau continent à la Christophe Colomb avec musique de Vangelis, tu sais. Non, pardon, mais partir un jour sans retour, oublier notre amour. Voilà, ce sera la chanson naze Elle n'était pas au début. Sans se retourner, moi je vais nager. Oh là là. Non mais il y a personne à shipper. Mon chip a coulé. Je suis pas coulé. Quand même, sur un truc sur les bateaux. Non, c'est pas vrai, parce que pour le coup, c'est vrai qu'on a shippé tout du long. Alors, on a... Quand tu disais qu'on shippait pas le Villainous Crush, on shippait le fait qu'il y ait un Villainous Crush. Ça, c'est sûr. Ah oui, on a pris notre pied avec le Villainous Crush, mais on la shippait pas avec lui, parce que dès le début, on savait que ça menait à rien, quoi. Qu'il y aurait jamais un truc du genre l'amour rédempteur, que c'était pas dans les cartes pour lui, tu vois. Non, c'était pas le projet, parce qu'il y avait l'autre garçon. Il y avait l'autre garçon. Mais voilà, c'est tout le truc de Jin Chao. Donc, pour celles qui n'ont pas, ou ceux et celles, mais je veux dire celles en général, qui ont finalement craqué sur les 3 premiers épisodes, où je trouve que là, tu te prives d'un spectacle qui est bien dommage, parce que Foufou, enfin Jin Chao fait ça tellement bien. Non, ils sont tous impeccables, honnêtement. Ils sont tous impeccables, mais c'est vrai que ils sont tous bons, mais t'aurais pas pu construire ça s'il avait pas été là, quoi. Ah bah parce qu'il a un tel charisme, il amène une telle profondeur au personnage, de telles nuances, quand justement tout craquelle et qu'il perd le contrôle et que tu te rends compte qu'il y a énormément de souffrance et des gros problèmes de santé mentale derrière, un gros trauma, enfin voilà, c'est hyper intéressant, quoi. Lui aussi, il a un panel de jeux, d'expression, il a une gamme qui est vachement large, il peut faire tellement de choses. Alors Villainous Crush, il fait ça très bien. Il faudrait pas qu'il s'enferme dans ce genre de rôle, même s'il fait ça très bien. Et c'est bien qu'on lui propose des rôles différents. Mais là, effectivement... il s'est fait plaisir et nous aussi. Ouais, le fait est que je te dis, depuis Princess Silver, je le vois pas dans d'autres rôles. Alors c'est dommage parce qu'apparemment il a pas toujours commencé comme ça. Et moi j'aimerais bien, je me demande dans quelle mesure ils arriveraient à lui donner un rôle de... Parce qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir, tu vois, Tin Ran, là, le fameux un des nombreux bâtards de Princess Agents, depuis a l'air de bien calculer sa carrière en male lead romantique de base, si tu veux. Je l'ai pas vu depuis un moment dans un rôle de méchant compliqué ou d'anti-héros. Hein. Et pourtant, il a le physique de l'emploi, tu vois. Ah ouais, je l'associe tellement au méchant que, tu vois, j'ai toujours pas vu Twisted Fate of Love, ou le truc où il est avec Zanila Chao, où il est un mec de l'armée qui la sauve, elle bosse
dans la mode ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Déjà, c'était déjà un gentil là, parce qu'il en avait déjà quelques-uns. Il y avait celui-là. Récemment, il y en avait un qui était pas très bon, mais il est très convaincant dans My Deepest Dream avec Bichette, avec Lee Tong de Royal Nirvana. Ils sont très charismatiques tous les deux. Bon, l'histoire est pas géniale, mais comme quoi tu peux t'en sortir du villainous crush. Nous, on applaudit les villainous crush. On trouve que tout acteur devrait avoir un villainous crush dans sa palette. Ou des moments villainous crush dans sa palette. C'est là que tu vois que tu en as un bon. C'est quand il y a un moment ou un autre. Et c'est pas forcément qu'ils le sont tout le temps, mais il peut arriver que par l'écriture, tu penses que... Ah oui, ça aussi, c'est un truc qu'elle sacrifie potentiellement l'héroïne. C'est à un moment qu'on puisse, que finalement le mec qu'elle aime puisse se méprendre sur qui elle est et ses intentions, parce qu'il y a un moment où il est obligé de la poignarder parce qu'il pense qu'elle est que c'est vraiment une pourriture. Hein. Oui. C'est une pourriture. Il doute de sa moralité. Il en doute beaucoup à un moment donné. Et il se dit, en fait, non, elle nous a tous manipulés. Il réinterprète les moments qu'il a eu avec elle sous le pire jour possible, et effectivement c'est très compliqué quoi, parce que elle veut pas qu'il ait cette image d'elle, mais en même temps elle a pas le choix parce qu'elle est dans sa vengeance, et il faut absolument que l'autre il monte pas sur le trône, jamais. Donc elle est prête à sacrifier ça aussi, puis après il comprend ce qui s'est passé machin là, mais il y a eu un moment donné où c'était tendu entre eux, effectivement c'était compliqué, parce que toutes les apparences étaient contre elle évidemment. Et donc ouais, tu peux avoir aussi parfois des personnages masculins qui sont écrits comme ça, qui sont au début tu penses que c'est des gros bâtards, et en fait après en apprenant d'autres choses et en voyant sous une autre perspective, soit parce qu'il y a une rédemption, soit parce que en fait tu as un point de vue plus objectif que celui du début, et on te remet les scènes différemment, tu comprends que c'était pas des gros bâtards du tout en fait. Mais au moins t'auras eu au début fromage et dessert, c'est-à-dire que t'auras eu les moments villainous crush, et après t'as ça va, je peux shipper, ça va bien se terminer, ou potentiellement. Que là c'était pas possible parce qu'on a eu le mec soi-disant le prince charmant, alors qu'il y avait des moments où toi spectatrice tu te dis non mais je la sens pas cette histoire, puis de toute façon j'ai vu le trailer, je sais que ça va partir en cacahuète. Oh, puis de toute façon ils ont casté Jing Chao, donc voilà tu et puis après c'est le villainous crush que tu apprécies, hein, bien sûr, on va pas cracher sur un bon villainous crush bien écrit, mais que tu peux pas shipper. Après un bon acteur il saurait tout faire. Je pense qu'un bon acteur, si à un moment donné il a pas des bons méchants dans sa panoplie, il a raté quelque chose, ou des bons anti-héros, ou héros byroniens, ou appelle-le comme tu veux, c'est qu'il a pas donné tout son potentiel. Et si tu regardes, même à Hollywood, la plupart des très bons acteurs, à un moment donné, ils ont fait des pourritures, des raclures, des méchants, voilà quoi. On vous le recommande encore une fois chaudement. Pour le deuxième jour, comme tu l'as dit, ce sera un drama moderne, qui envoie du bois aussi. qu'on a beaucoup aimé, qui est disponible sur Netflix. Eh bien, on se retrouve donc demain pour plein de choses bien croustillantes. Non, je trouve qu'on n'a pas été tellement hystérique, hein, on n'a pas trop insisté sur des scènes croustillantes, mais celle de demain, je pense que peut-être potentiellement on va baver plus. On va fangirler à mort, ouais. Mais ça s'y prête encore davantage parce que c'est pas tragique. Voilà. Non, c'est truculent là pour le coup. Ce qu'on vous montre demain, c'est pas tragique, c'est du lourd, mais on pourra plus lâcher la bride au fangirling. C'est pas plus réaliste, hein. Non. C'est pas nécessairement de bon goût non plus, mais donc du coup, on pourra se faire un peu plus plaisir, je pense quand même. Non, mais ça va surtout nous permettre de de parler enfin de cet acteur qu'on a beaucoup aimé, toi et moi, et c'est la première fois finalement qu'on peut parler de... Oui, c'est vrai. Ouais, on le suit de près lui aussi. Eh ben, donc à demain. À demain.